Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. Parfois, il suffit d'être entouré de bonnes personnes pour que la naissance devienne un souvenir lumineux. Lors de sa première grossesse, Masha est suivie en maison de naissance. Tout se déroule sereinement jusqu'à la fin du suivi, où le poids de son bébé la conduit à être réorientée. C'est alors vers la maternité des Lilas qu'elle se tourne pour construire son projet de naissance. Là-bas, elle découvre un accompagnement d'une grande douceur, respectueux et à l'écoute de ses besoins. Cette expérience si positive marquera la suite de son parcours. Pour sa deuxième grossesse, c'est tout naturellement qu'elle choisira de retourner aux Lilas où elle trouvera ce qu'elle appelle sa maison de naissance à elle. 2 accouchements magnifiques avec une équipe à l'écoute. Tout ce qu'il faut pour une rencontre magique. Aujourd'hui, Masha nous raconte son histoire. Avant de commencer cet épisode, nous voulions adresser un mot à la maternité des Lilas qui a fermé ses portes le 31 octobre dernier. C'est une page qui se tourne et une grande tristesse pour toutes celles et ceux qui y ont trouvé écoute, bienveillance et respect. La maternité des Lilas, c'était un projet porté par une équipe profondément humaine, engagée pour une naissance respectée et choisie. C'est une perte pour toutes celles et ceux qui défendent une approche de la maternité centrée sur les femmes, leurs besoins, leurs choix et leur dignité. En rendant hommage à la maternité des Lilas, nous voulons aussi rappeler combien il est essentiel de soutenir ces projets, ces lieux et ces équipes qui font de la naissance une expérience respectée et non subie. Bonjour Masha. Bonjour. Bonjour Masha et bienvenue dans notre podcast. Merci. Merci de prendre le temps de nous raconter ton parcours en maison de naissance, mais pas que. On est contente que ton témoignage fasse partie de la thématique du moment. Et avant d'en savoir plus sur ton histoire, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Masha, j'ai 32 ans, j'habite au Lilas, juste à côté de Paris. Je suis enseignante en art et en parallèle, je suis en train de devenir doula. Et j'ai 2 enfants, 2 petits, de bientôt 1 et bientôt 3 ans. Et je vis avec mon compagnon aussi, donc on vit tous les 4. Enfin, est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as monté ton projet d'accouchement ? C'était à la maison de naissance du Calme, donc comme à la maison de Paris. Avant que tu nous présentes ton histoire, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance ? Une maison de naissance, c'est un lieu qui est co-géré par des sages-femmes et aussi des usagers, des usagères de cette maison de naissance. Le lieu, il est en lien avec une maternité. Et l'idée, c'est d'y effectuer son suivi de grossesse et son accouchement dans une perspective d'accompagnement global, donc avec un binôme de sages-femmes qui suit une femme. Le suivi, il est pensé pour être le moins médicalisé possible, donc c'est vraiment dans l'idée d'accompagner un projet physiologique. À la maison de naissance du Calme, il y a un retour précoce à la maison qui se fait donc dans les quelques heures après l'accouchement. Et il y a aussi toute une vie associative très riche avec des moments d'échange, des moments de partage entre les parents, les futurs parents, qui fait vraiment vivre toute cette maison de naissance. Ce mois-ci, on aborde un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, celui de l'inclusion, mais finalement aussi en écho, celui de l'exclusion en maison de naissance. Depuis 2 ans maintenant, nos invités partagent avec nous leur projet d'accouchement en maison de naissance, un projet qui parfois s'est concrétisé dans les lieux et parfois non. Derrière ce cadre bienveillant qu'offre les maisons de naissance et dont on parle très souvent, se cache du coup cette autre réalité, celle des critères d'admission, du risque de réorientation en cours de suivi et de l'inquiétude que ça peut engendrer aussi pour les femmes et pour les couples qui sont suivis. C'est pour ça qu'on a choisi d'explorer cette expérience de la réorientation et de réfléchir à ce qui compte vraiment dans un parcours de grossesse vers un accouchement physiologique. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui et on a hâte d'entendre la suite. Donc du coup, comme vient de le dire Capucine, tu as un parcours multiple, tu as commencé en maison de naissance et puis après tu nous expliqueras de quoi a été fait toute ton aventure de grossesse et d'accouchement. Et on se demandait pour commencer déjà
Quand tu as découvert les maisons de naissance, quand ces structures sont arrivées dans ton histoire, qu'est-ce qui t'a particulièrement attiré dans ce type de suivi par rapport à ton projet de naissance ou tes envies d'accouchement? Je pense quand j'ai appris que j'étais enceinte, en fait, j'étais déjà un petit peu renseignée parce que le sujet de la grossesse m'intéressait pas mal et j'avais déjà pas mal lu, pas mal écouté de podcasts dessus, pas mal échangé autour de ce sujet. Donc, je connaissais déjà l'existence des maisons de naissance. Et ce qui m'intéressait pas mal là-dedans, c'était un peu le côté être un peu le nom du calme en fait, être comme à la maison, ce côté très rassurant, très cocooning. Je pense que j'avais peur de l'hôpital aussi. Je diabolisais peut-être un petit peu le suivi médical, sûrement par des expériences avec des gynécos que j'avais pu avoir avant, qui s'étaient pas très bien passées. Donc, je pense que ça me faisait assez peur de me reconfronter à ça pendant la grossesse. Et j'étais aussi assez attirée par l'idée du retour précoce à la maison. Justement, de ne pas faire le séjour en suite de couches. Pour le coup, parce que j'avais entendu pas mal de témoignages assez inquiétants, où ça se passe pas bien, où la femme est pas bien traitée. Ce genre de discours qu'on peut entendre. Et du coup, ça m'inquiétait pas mal. Et je me disais, bon, au moins, je rentrerai vite à la maison, dans mon petit cocon. Et du coup, tout ça, ça m'attirait. Et c'est ça qui a fait ma démarche de demander à m'inscrire en maison de naissance. Et t'en as parlé à ton compagnon? Comment il a réagi quand tu lui as expliqué justement tes motivations à aller vers une maison de naissance? Alors lui, il connaissait pas du tout. Donc, je pense qu'il a été assez inquiet au début en se disant c'est quoi ce truc que tu me présentes? C'est quoi ce truc bizarre? Je savais même pas que ça existait. Après, il est hyper ouvert et en fait, surtout, il me fait confiance. Donc très vite, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit de toute façon, c'est ton corps, c'est tes choix. Si tu me dis que c'est là où tu te sens en confiance, moi je t'accompagne et on ira ensemble. Mais voilà, il a fallu que je lui explique, que je lui montre que c'était quelque chose de sérieux, que c'était pas juste une maison dans la forêt perdue. Je dis une image n'importe quoi, mais voilà, cette idée un peu comment peut-être obscurantiste ou un peu voilà, je sais pas, qu'on peut imaginer en lien avec les maisons de naissance voilà, ces stéréotypes, ces clichés un peu ésotériques même parfois, voilà, c'est ce mot-là que je cherchais, mais donc non, ce n'était pas le cas. Donc une fois qu'il était rassuré là-dessus, après pour le coup, c'était un des premiers fans des maisons de naissance, il en parlait à tout le monde qu'on rencontrait quand on parlait de ce projet-là, c'était le plus fervent défenseur c'est marrant, projet. c'est souvent ce qu'on nous rapporte, que un mari qui découvre ça, des fois ça ouvre justement une porte vers le militantisme des maisons de naissance. Mais je pense qu'il s'est senti inclus en fait avec les premiers rendez-vous qu'on a fait, puisque le coparent, le partenaire est très impliqué aussi dans le suivi. Par rapport aux autres rendez-vous qu'il avait peut-être pu assister à un moment ou un autre où il était à côté, là pour le coup il était vraiment partie prenante, il était inclus, donc c'est aussi ça qui a dû jouer pour lui. Dans toute l'histoire. Quand on a le souhait de s'inscrire en maison de naissance, il y a des critères qu'il faut remplir, notamment les grossesses gémellaires, les césariennes, tout ça font partie des critères exclusifs. Entre autres, est-ce que tu as eu conscience rapidement, ou en tout cas à quel moment tu as eu conscience des critères d'acceptation des maisons de naissance, et notamment celle du calme, parce qu'on sait que ça peut un peu varier selon la maternité partenaire, et comment tu as vécu le fait que justement il y ait ces contraintes pour pouvoir y faire un suivi? Alors j'ai pris connaissance des contraintes, de mémoire, c'est sur le site internet. Ensuite, lors de la réunion d'information, la première réunion d'information, il le rappelle aussi. Donc assez rapidement, en fait, ça vient dans le parcours de savoir si on est exclu ou pas de ce suivi-là. Moi, ça me stressait un petit peu au début, mais je pense que j'avais pas de soucis pathologiques particuliers, j'avais plus le stress du critère de la distance. Parce que j'étais à quelques minutes près en termes de temps de trajet du critère de distance. Du coup, j'avais un petit peu ce stress-là. Et très vite aussi, on nous parle des transferts. On nous dit que, alors de mémoire, c'est presque 50% ou un peu plus, je crois, pour une grossesse prémipare. Oui, c'est ça. Des transferts pendant l'accouchement ou au moment de l'accouchement. Et donc, d'un côté, le fait d'en parler tout de suite, ça cale les choses et on a conscience, on sait, donc on s'embarque, il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais oui, ça crée un petit peu de stress parce que tout le long du suivi, il y a un peu ce côté et si ça m'arrive à moi, quel est mon plan B? Qu'est-ce que je fais après? Donc peut-être une petite un petit stress, oui, c'est le mot que j'utilise. Oui, ça se comprend, et c'est quelque chose aussi qui est assez commun, je pense,
à toutes les personnes qui commencent un suivi en maison de naissance. Là, tu viens du coup d'aborder un peu ce qui vous avait été exposé lors de la réunion d'information, mais une fois que quelques minutes ont été validées et que vous avez pu être accepté en suivi au calme, vous avez commencé votre suivi là-bas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé dans votre cas? Le suivi, les consultations, le rythme des consultations et en gros, ce qui était contenu dans ce moment-là, si ton conjoint justement y était convié? Donc le suivi au calme, c'est sur le début de la grossesse. Donc à partir du 3e ou 4e mois, c'est à peu près une consultation par mois. C'est une consultation longue qui dure entre 1 heure et 2 heures, où il y a à la fois un point un peu suivi médical, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment de mémoire, un monito, juste des questions, est-ce que tout va bien? On regarde les résultats de la prise de sang, des analyses d'urine et voilà quoi. Il n'y a pas de toucher vaginal. Il y a une mesure du ventre. Tout se fait dans un respect et un consentement vraiment sur tous les points. Donc ça, on se sent vraiment hyper respecté, hyper entouré. Et du coup, on est mis en confiance. Et il y a toute une partie aussi échange, en fait, discussion avec la sage-femme. On a le choix de venir seul au rendez-vous ou en couple ou avec la personne qu'on souhaite qui nous accompagne. Donc nous, on y allait tous les deux, mon compagnon et moi, au rendez-vous. Et donc, il y a à la fois cette partie suivi médical et préparation à la naissance, en quelque sorte, qui se retrouvent mêlées. Ce qui nous avait un peu déboussolé, je crois, lors du premier rendez-vous, c'est que la sage-femme était complètement à notre écoute, en quelque sorte, et elle nous disait, vous, de quoi vous voulez parler? Quelles sont vos inquiétudes? Quelles sont vos interrogations? Et je pense que nous, on s'attendait un peu à être guidés, enfin, on venait peut-être un peu scolaire en disant, c'est elle qui va nous apprendre, c'est elle qui va nous transmettre. Et en fait, non, elle partait vraiment de notre parcours personnel à nous. Donc ça, c'est hyper riche aussi et très fort parce que on se retrouve un peu à se livrer, mais du coup, pour que ça corresponde vraiment, que le suivi soit le plus global et personnalisé possible, et on n'est pas pris dans quelque chose de très générique qui mettrait toutes les femmes dans le même panier, en quelque sorte. Là, on s'attarde vraiment sur chaque individualité. Je me permets de revenir sur une petite chose que tu as dit. Tu as cité le monitoring dans les consultations. Il y a des personnes qui savent plus ou moins ce que peut être un monitoring et on a souvent cette image du monitoring avec le gros élastique qui dure 20-30 minutes attaché à un truc. J'imagine que toi, tu faisais référence plutôt à un monitoring Doppler qui permet juste avec une Oui, toute petite exactement. sonde posée sur le ventre qui fait la taille d'une pièce de 2 € d'écouter le cœur du bébé pour savoir si tout va bien à son niveau. Ok. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est pas du tout intrusif, c'est pas du tout invasif, c'est vraiment cette petite sonde où on cherche le cœur du bébé, on écoute le cœur du bébé, on est tout Ouais, ouais. content et c'est un petit moment de joie il y a un petit côté cache-cache, où est-ce qu'il est caché? Ah, j'ai trouvé le cœur, ah, on l'écoute et ça nous, ça nous mettait toujours en joie Je comprends d'entendre bien. ce bruit-là. Mais c'est pour pas qu'il y ait de fausses projections sur des fois l'image qu'on peut avoir d'un monitoring. Dans tout ça, quand justement tu viens de nous parler de la grande personnalisation du suivi, qui partait de vos besoins, de ce que vous aviez à en dire, de votre parcours personnel et individuel à toi et aussi à ton conjoint, est-ce que vous avez exprimé à ce moment-là des envies personnelles quant à l'accouchement ou juste par rapport à des besoins, des peurs, des envies le jour J? En fait, on vient au calme avec cette envie de projet physio et très vite on se rend compte que toutes les spécificités d'un projet de naissance, en quelque sorte, qu'on voudrait demander, les questions se posent même pas dans le sens où c'est acquis, en quelque sorte, puisque ça fait partie du projet de la maison de naissance aussi. Le fait de pouvoir être libre dans ses mouvements, de pouvoir manger ou boire, de pouvoir aller dans l'eau, ce genre de choses. En fait, c'est juste normal et évident en maison de naissance. Donc oui, on va les exprimer parce qu'on découvre et donc on dit est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est possible? Et très vite la sage-femme nous dit mais oui, bien sûr, c'est possible, évidemment. Après nous, on n'avait pas d'autres envies particulières que un projet physio, être tous les deux et être accompagnés par la sage-femme, mais on était aussi très rassurés de savoir que tout serait possible dans la mesure des possibilités qu'offrait la maison de naissance, en Ça fait. correspondait du coup parfaitement à vos envies et vos attentes initiales en tout cas, parce que comme on l'a compris en Oui. introduction de cet épisode, ton parcours n'a pas été que en maison de naissance. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer à quel moment de ta grossesse tu as appris justement que ce parcours allait changer et être réorienté? À la fin du 2e trimestre de ma grossesse, vraiment sur le moment où on passe du 2e trimestre au 3e trimestre,
Donc, suite à une échographie de mémoire, il y avait une suspicion d'une croissance trop faible de mon bébé, qui a fait que j'ai dû commencer à avoir des échographies de croissance un peu plus régulières. Donc, c'était au début à peu près une fois par mois. Donc, j'ai fait pas seulement les 3 échos T1, T2, T3. Donc là, j'avais une écho par mois pour surveiller la croissance, parce que ma fille elle était dans le bas des courbes, mais elle était dans les courbes, mais il s'inquiétait d'un potentiel décrochage des courbes. Et donc, c'était surveillé. J'étais suivie par une gynéco qui faisait des échographies en ville, et par le service ensuite de diagnostic anténatal de l'hôpital Trousseau, donc qui est à côté aussi du Calme, pour surveillance. Alors à chaque fois quand j'y allais aux échos, on me disait mais tout va absolument bien, il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus, votre bébé est un petit poids mais se développe bien, pas de souci, mais il fallait continuer à surveiller. Et donc à la fin du 2e trimestre, donc je m'en souviens très bien, c'était un vendredi matin, je venais de finir mon petit déjeuner, et là j'ai un coup de téléphone de ma sage-femme sur mon portable, donc de ma sage-femme qui me faisait mon suivi au Calme, ma sage-femme de référence, qui m'annonce au téléphone que le suivi va devoir s'arrêter, que elle va me programmer un rendez-vous avec la maternité des Bluets, donc qui est la maternité en lien avec le Calme, pour faire un rendez-vous de transfert, et que elle est très embêtée, mais voilà, le suivi doit s'arrêter. Au début, j'ai pas trop d'infos pourquoi, donc ça me fait un peu paniquer. Je me pose aussi beaucoup de questions. Surtout, à ce moment-là, j'ai très peur pour mon bébé, en me disant mince, s'il y a un transfert, il y a une pathologie, donc il y a quelque chose de grave. J'allais te demander, est-ce que tu t'y attendais, ou est-ce que ça avait été un choc pour toi, justement, ce coup de fil, et comment tu l'avais vécu? Ça a été un choc. Ouais, ce coup de fil a été un choc parce que je m'y attendais pas, donc je savais que j'avais une écho de croissance, mais à chaque fois aux échos, on me disait tout va bien, il y a vraiment pas de raison de s'inquiéter. C'est un petit poids, mais il y a pas de raison de s'inquiéter, elle se développe bien. Donc je m'attendais pas du tout à ce coup de fil. C'était un discours très différent. C'était un discours très différent et surtout très nébuleux. J'avais pas d'informations concrètes, parce que du coup, je disais mais est-ce qu'il y a quelque chose de grave? Non, il y a rien de grave, tout va bien, mais on peut plus continuer le suivi en maison de naissance. Il faut te transférer. On te programme le rendez-vous avec la gynéco des Bluets, elle va tout expliquer, et au début c'était ça, et on verra si on acte le transfert ou non. Donc au début c'était vraiment un rendez-vous pour discuter d'un potentiel transfert. Donc j'ai été complètement bouleversée. Alors le hasard a fait que j'avais un rendez-vous d'acupuncture le midi de ce même jour, et donc avec une sage-femme acupunctrice. Et ça tombait très bien parce qu'en fait, en arrivant dans son cabinet, je me suis effondrée. J'étais complètement... c'est la première fois que je la rencontrais, c'était ma première séance d'acupuncture. Donc je la connaissais pas du tout, mais je me suis effondrée sur son bureau. Je pleurais comme pas possible. Et bon, l'acupuncture m'a fait beaucoup de bien. Du coup, à ce moment-là, ça tombait bien que j'ai ce rendez-vous et donc cet accompagnement à ce moment-là. Parce que sinon, je me suis un peu sentie complètement... déboussolée et complètement un peu jetée du navire, et sans savoir ce qui m'arrivait, et très inquiète pour mon bébé. Je comprends. Et surtout que moi, je me pose la question du coup de téléphone et pas d'un rendez-vous physique aussi. Genre, peut-être que ça aurait été plus contenant d'avoir un rendez-vous physique, peut-être qu'un coup de fil, non? Toi, tu l'as senti comment, ça? Alors, c'est un peu compliqué de se projeter en disant comment ça aurait été, mais oui, le côté non accompagné, en fait, ça contrastait aussi beaucoup avec tout le suivi que j'avais eu jusqu'à présent, où j'étais très accompagnée, très informée, et là tout d'un coup on me balançait un peu les infos comme ça, et j'avais l'impression de ne plus être accompagnée et de ne plus avoir d'informations, ce qu'on me disait pas la raison pour laquelle on faisait ce transfert, à part cette histoire de contrôle de croissance. Mais je me disais mais est-ce que quelque chose a changé, est-ce qu'on a des éléments concrets qui feraient que non, tu vas en parler avec la gynéco des Bluets et on verra. C'est vrai que c'est surprenant, et je suis d'accord que on peut pas supposer de ce que ça aurait pu être, mais en l'occurrence, tu vois, t'as eu quand même ce besoin de vider quelque chose quand t'es arrivé avec la sage-femme acupunctrice le midi. Ça aurait pu permettre aussi, de vider ça avec la personne qui te l'annonce, en tout cas. Et je comprends l'inquiétude que ça peut générer, parce qu'en fait, si t'as un suivi particulier pour ton bébé, d'un coup, il est normal que dans ta tête, tu te demandes ça. Et justement, comment tu nous dis que tu t'es senti un petit peu abandonné, que ça contrastait énormément avec tout l'accompagnement que tu avais eu jusqu'à ce moment-là, que donc tu allais avoir un rendez-vous avec la maternité des Bluets pour faire ça, qu'on allait t'expliquer, mais que c'était pas encore acté, la réorientation de ton projet. Comment s'est passée du coup cette phase de transition entre cette annonce, ce rendez-vous et du coup la suite? C'est ça qui a été un petit peu compliqué, c'est que
Donc le rendez-vous, donc c'était un vendredi et le rendez-vous s'est fait assez vite la Ok. semaine suivante. Donc il n'y a pas eu tant de jours de délai entre ça. Mais quand je suis arrivée au rendez-vous, et en fait ce rendez-vous s'est très mal passé, je l'ai très mal vécu. Parce que quand je suis arrivée au rendez-vous, en venant, moi de mon côté pour poser des questions, pour savoir ce qu'il en était, pour discuter d'un potentiel transfert ou non, en pensant qu'on allait, comment dire, nous écouter nos choix, comme on avait cet accompagnement-là en maison de naissance. En fait, je suis arrivée au rendez-vous et pour la gynéco qui était en face de moi, le transfert était déjà Ah, acté. ok. Et il y avait rien à discuter. Et c'était non mais attendez madame, c'est pas le moment des questions. Là, donnez-moi vos informations. On fait l'examen, on fait ci, on fait ça. Et là, il y a pas de questions à poser. Vous êtes transféré, point. Donc Oui, ça a été je très trouve très ça violent. hyper violent. Mais c'est-à-dire que t'en as pas su plus ni d'un côté ni de l'autre, en fait. On t'a pas, elle t'a pas À ce plus moment-là, non. donné finalement les raisons à ce rendez-vous, comme l'avait supposé la sage-femme au téléphone qui t'a appelé le vendredi matin. Ok. Ah oui. Non. Du coup, là, t'es vraiment juste dans ta orientation de projet imposée finalement. C'est ça. En plus, avec un examen médical que moi, je venais pour un rendez-vous pour discuter. En fait, je me retrouve à devoir faire un examen médical où on me demande pas mon consentement, où j'ai une palpation des seins parce qu'il faut le faire, mais sans qu'on me prévienne en avance. Donc, j'ai vraiment eu ce sentiment de trahison un peu en me disant mais qu'est-ce que je fais là? Où est-ce qu'on me balance là comme ça? Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai connu sur le début de ma grossesse. Je suis toujours pas rassurée par rapport à mon bébé parce que je ne sais toujours pas ce qu'il en est. Et on m'acte d'un transfert alors que moi je venais pour discuter, pour échanger, peut-être voir ce qui était possible de faire ou non. Enfin voilà, donc je l'ai très mal vécu et je suis sortie de ce rendez-vous en me disant je ne peux pas accoucher dans cet hôpital-là parce que je ne me sens pas du tout en confiance, je me sens pas du tout respectée. Et si ça se passe de cette manière, moi qui cherchais un endroit où je me sentais en confiance et accompagnée pour mon suivi de grossesse et pour mon accouchement, là c'est absolument pas ce à quoi je suis confrontée. Donc c'était juste hors de question pour moi de continuer un suivi dans cette Oui, je comprends maternité-là. bien. En plus, j'imagine que d'une certaine façon, ça faisait également écho à ce que tu disais tout à l'heure. Les fameux récits qu'on peut avoir de comment se passent des fois les consultations, les accompagnements, dans certains cas, qui viennent créer des peurs. Oui, Tu disais, moi, peut-être que j'avais une peur projetée sur les maternités, etc., du fait de ce genre d'écho. Et là, en fait, d'une certaine façon, j'imagine que tu as eu le sentiment de le vivre dans ton corps. exactement. En fait, j'étais en train de vivre tout ce qui m'inquiétait, tout ce qui me faisait peur. Mon compagnon aussi, qui était venu avec moi au rendez-vous, lui, c'est à peine si la gynéco l'a regardé et l'a considéré. Donc pour lui aussi, ça a été Ouais. très brutal. Lui qui s'était si impliqué, qui était si investi aussi dans notre suivi à deux, bah là, il se retrouvait vraiment le pot de fleurs à côté. Et monsieur, on vous a pas parlé, quoi. Et dans mon corps aussi, dans ce suivi médical qui reprenait toute la place, en quelque sorte, dans une forme de désindividualisation, de Ouais. déshumanisation de qui j'étais moi et de mes craintes, de mes inquiétudes et surtout à un moment de transfert qui est quand même, oui, assez, enfin, ça cristallise pas mal de choses, un transfert, quand on passe d'une maison de naissance à une maternité. Il y a un petit côté, deuil des projections qu'on avait pu faire et cetera. Où là, où j'avais plus aucun accompagnement, je me retrouvais vraiment toute seule face à une, instance médicale qui n'était pas ouverte à la discussion ni à l'échange et où je me suis pas du tout sentie Oui, respectée ni considérée. j'entends bien. Quand tu es sortie de ce rendez-vous, du coup, que tu as eu ce sentiment et où tu t'es dit c'est hors de question que tu puisses aller dans ce lieu pour mettre au monde ton enfant, t'es revenue vers tes sages-femmes de la maison de naissance, vers ta sage-femme référente, ou t'es directement allée chercher un autre lieu prise dans le tumulte de cette situation. Comment ça s'est déroulé à partir de là, de ton côté, en termes de prise d'information et pour la suite de ton projet, mais aussi pour comprendre, pourquoi t'en étais là aujourd'hui? Parce que là, à ce moment-là, tu ne savais toujours pas. Là, en fait, j'ai eu un peu l'impression ce sentiment de me retrouver toute seule. Parce que donc j'ai recontacté ma sage-femme Ouais. référente qui me suivait au calme, qui me disait qu'elle était désolée, mais qu'elle pouvait, si la gynéco avait décidé ça, elle pouvait rien faire et que c'était comme ça. Qu'elle me proposait qu'on puisse se revoir pour un dernier rendez-vous pour me donner quelques petits derniers tips en quelque sorte de préparation de l'accouchement, mais qu'elle pourrait plus me suivre et que, en plus c'était en plein été, donc il y avait les vacances, il y avait tout ça. Donc bon, moi je me suis un petit peu sentie En dehors du abandonnée à ce moment-là. suivi, il y a la possibilité aussi de ce que certaines de nos invités nous ont relaté, que même si tu es réorientée en cours de suivi,
tu peux quand même, par exemple, faire les séances de préparation avec l'équipe de la maison de naissance, même si c'est pas forcément avec ta sage-femme référente. Est-ce que toi, ça a été quelque chose lors de ce rendez-vous où elle t'a donné les quelques tips qui a été envisagé ou vraiment c'était une rupture totale avec la maison de naissance? À la maison de naissance du Calme, il n'y a pas de préparation collective ou quoi. C'est vraiment des séances de préparation. C'est lors des consultations qu'on fait avec les sages-femmes qui mêlent donc le médical et la partie préparation. Nous, ce dernier rendez-vous, c'était plus... oui, je pense c'était plus pour se dire au revoir, pour faire cette rupture avec le Calme. Et donc, on y allait. Moi, j'en attendais un petit peu pour avoir des réponses. Et en fait, j'en suis ressortie assez déçue, assez triste de ce rendez-vous parce que en fait, on est arrivé quand on est retourné au Calme à ce moment-là pour ce dernier rendez-vous, j'ai eu un peu ce sentiment de je reviens à un endroit mais je me sens pas légitime d'être là puisque je ne suis plus suivie là. Je me sens plus la bienvenue en quelque sorte. Et dans ce rendez-vous, alors on a eu quelques petits tips mais je pense qu'on n'était pas dedans nous, on avait un peu et puis ce sentiment de trahison, le mot est peut-être un peu fort, mais de rupture de confiance, en tout cas, où je me sentais beaucoup moins à l'aise et beaucoup moins... En plus, ça a été très malvenu, mais c'était le hasard. Il se trouve que lors de ce dernier rendez-vous, les 2 salles de consultation étaient prises, donc la sage-femme nous a proposé de faire la consultation dans une des chambres. Et en fait, moi, je l'ai assez mal vécu parce que c'était m'emmener dans un endroit où j'aurais pas accès. Où je savais que je pourrais pas, en fait, accoucher à cet endroit-là. Et donc, de faire cette dernière consultation-là, j'étais pas dedans et j'étais pas à l'aise, en fait. Donc, je me suis un peu retrouvée toute seule à ce moment-là. J'ai eu un peu l'impression de devoir reprendre mon parcours, mon suivi, en fait, entre mes mains avec ce que moi, j'avais envie et donc de rechercher qu'est-ce qui me correspondait à moi, mais sans accompagnement, du coup, de la part de la maison de Et en naissance. plus, faut se rappeler que là, t'es début de ton dernier trimestre de grossesse et on sait que voilà, c'est pas si évident que ça déjà en début de grossesse de savoir ce qu'on souhaite. Alors là, j'imagine que ça a été au-delà de bouleversant aussi compliqué de tout réorganiser dans vos têtes et dans votre projet. Mais est-ce que tu peux nous dire vers quoi tu t'es tourné et comment justement t'as pu trouver un nouveau chemin pour un nouveau projet et retrouver finalement le sentiment, tu nous as parlé là de la rupture de confiance, de la sécurité que tu t'étais sentie justement pas actrice ni informée au moment de la consultation au Bluet. Où est-ce que tu as retrouvé ça? Comment t'y es retourné dans tous ces sentiments nécessaires, on va dire, au bon déroulé d'un suivi et d'un accouchement? Je pense que c'est là où j'ai eu de la chance dans mon malheur, en quelque sorte, et on dit souvent c'est un mal pour un bien. Avant d'être inscrite au Calme, donc j'ai la chance d'habiter au Lilas, où il y a la maternité des Lilas. Donc avant d'être inscrite au Calme, mon premier réflexe, ça avait été de m'inscrire en tout début de grossesse à la maternité des Lilas. Et quand j'avais eu l'inscription au Calme, alors je sais plus si c'était conscient ou pas de ma part, mais j'avais pas annulé mon inscription à la maternité des Lilas. Je sais plus si juste j'y avais pas pensé que fallait que je me désinscrive ou si je m'étais dit bon je me fais une double inscription et je reste inscrite au cas où, je sais pas. Mais il se trouve que donc j'étais sur le papier techniquement encore inscrite à la maternité des Lilas. Et donc du coup j'ai choisi de me tourner vers cette maternité pour rebasculer quand j'ai su que voilà, je voulais pas faire le transfert au Bluet. En fait, je me suis dit je vais m'auto-transférer en quelque sorte à la maternité des Lilas et je les ai recontactés pour à la maternité des Lilas aussi les rendez-vous en physique se mettent en place seulement vers la fin de la grossesse en fait. Donc en fait, ça tombait bien en quelque sorte qu'on arrivait à ce moment-là où j'aurais dû les recontacter pour prendre rendez-vous pour faire la fin de mon suivi de grossesse. Et voilà, ça a coïncidé et je les ai recontactés. Et donc, j'ai décidé de finir ce suivi à la maternité. Ça a pas complexifié les choses. Au contraire, le timing était plutôt opportun à ce moment-là. Alors, je me permets une parenthèse parce que là, la situation de la maternité des Lilas, j'imagine pour toutes les personnes concernées, et toi y compris, est assez triste. C'est une maternité qui inspirait quand même la physiologie depuis bien longtemps dans la France. C'est une pionnière dans le domaine et elle ferme les portes là le 31 octobre 2025. Nous, quand on t'enregistre à ce moment-là, on est le 7 octobre. Donc c'est à la fin de ce mois. Déjà, j'ai beaucoup de
de tristesse, je pense, à apprendre tout ça. Et je voudrais aussi me permettre la parenthèse, pour toutes les personnes qui se disent qu'il y a la nouvelle filière physiologique qui va ouvrir à Tenon, ils l'ont bien précisé sur tous les réseaux, mais pour les personnes intéressées qui ne les suivent pas forcément, l'équipe ne sera plus la même. Ils décident de ne pas suivre ça parce que pour eux, il y a vraiment un écart entre ce que eux proposaient, justement au moment où toi, tu as eu l'opportunité de bénéficier de leur accompagnement, et ce que aujourd'hui va être proposé à l'hôpital Tenon dans la filière physio. Je me permets ça parce que du coup, je me demandais si, au moment où toi, tu as commencé ton suivi à la maternité des Lilas, est-ce que tu as vu des similitudes entre la maison de naissance, un peu l'accompagnement qui était proposé, et ce que là, tu découvrais dans cette maternité? Alors, au moment où je bascule à la maternité des Lilas, je me rends compte du côté médical de ce parcours-là. C'est pas la même ambiance quand on arrive qu'en maison de naissance, où à la maison de naissance, on arrive, on ouvre la porte, on enlève nos chaussures, on se pose sur le canapé, on se fait une petite tisane, donc il y a vraiment quelque chose de très cocooning. Là, à la maternité des Lilas, on arrive, on passe par le secrétariat, on attend dans la salle d'attente, donc comme n'importe quel lieu médical, quoi. Par contre, je suis tout de suite hyper mise en confiance par les sages-femmes qui me reçoivent, parce que donc à la maternité des Lilas, on n'a pas un accompagnement global. À chaque rendez-vous, c'est une sage-femme différente, que ce soit rendez-vous consultation ou les rendez-vous de suivi autres ou les échos, etc. Donc c'est soit sage-femme, soit gynéco. On n'a pas forcément le choix de quelle va être la sage-femme présente à ce moment-là. On peut prendre rendez-vous avec telle ou telle sage-femme, mais la réalité est que le jour même, soit notre rendez-vous est décalé, soit il est interverti avec une autre personne. Donc, on a toujours quelqu'un de nouveau, en fait, en face de nous. Donc ça, c'est aussi une différence. Mais par contre, ça, peut-être suite à ce parcours que j'ai eu au Calme, où j'étais plus en confiance avec la personne qui m'avait fait tout mon suivi, le fait d'avoir une personne nouvelle à chaque fois, je pense que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que déjà, toutes, elles étaient formidables. Mais vraiment, et tu parlais de cette tristesse à l'idée de la fermeture de la maternité des Lilas. Enfin, ça, c'est, oui, quelque chose que je ressens profondément aussi parce que toute l'équipe là-bas était vraiment incroyable. Et là où j'ai retrouvé, du coup, ces sentiments que j'avais au début de mon suivi à la maison de naissance, c'était vraiment ça, le respect, la confiance, l'écoute, l'accompagnement, le consentement demandé pour tous les actes médicaux qui, pour le coup, étaient les mêmes qu'au Calme. J'ai pas eu d'acte médical invasif ou non nécessaire. On me posait la question si je voulais ou pas tel ou tel acte. Sinon, c'était pas nécessaire. Sinon, il n'y avait pas besoin de le faire. Puisque j'avais pas de pathologie particulière, du coup, dans mon suivi. Là, pour le coup, ce moment du suivi se passait presque comme au Calme. C'était le petit Doppler, c'était la mesure du ventre, c'était des échanges, des discussions. Même si les consultations étaient beaucoup moins longues, puisque fallait un peu plus que ça s'enchaîne, je me suis jamais sentie pressée par la sage-femme. J'ai toujours eu le sentiment qu'elle était à l'écoute, qu'elle prenait tout le temps nécessaire, même si ça devait déborder un petit peu ou pas. Et ça m'a permis de reconstruire en quelque sorte la confiance dans le lieu où je faisais mon suivi de grossesse. Et presque un peu ce côté, j'aime bien le dire comme ça, mais un peu de la surprise de « sur qui je vais tomber aujourd'hui ?» parce que toutes elles étaient chouettes et on avait envie de toutes pouvoir les avoir, en fait. C'est chouette, c'est vraiment gai d'entendre ça, je trouve. Parce que c'est rare que nous, dans notre contexte d'interview, on ait ce genre de retour et ça donne envie. Et donc, après avoir reconstruit toute cette confiance dans cette nouvelle équipe, à un moment donné vient le terme de cette grossesse. Est-ce que tu pourrais nous raconter ces derniers jours et surtout la naissance de ta fille? Alors oui, à un moment vient le terme et jour du terme qui arrive et toujours pas de bébé. Donc, j'ai dépassé le terme, en fait. J'ai dépassé le terme de beaucoup. Je crois que plus le jour du terme arrivait, plus je commençais à être un peu stressée. En plus, j'avais fait... alors, la bêtise, je dis ça en rigolant, mais je l'ai vraiment vécu comme telle à ce moment-là et j'ai pas refait la même erreur pour ma deuxième grossesse. Donc, j'avais communiqué la date du terme à mes proches. Donc, grossière erreur parce que... les jours avant et le jour même, j'avais des messages de tous les côtés. Alors, qui est le truc le plus stressant quand toi-même t'attends et tu te dis toi-même, pourquoi j'ai toujours pas mon bébé? Donc, lors de ma deuxième grossesse, j'ai dit, oui, ça sera à peu près en novembre, mais non, c'est pas exactement la date. Bon, personne n'était dupe, mais personne n'a insisté non plus. Donc, jour du terme qui arrive, toujours pas de bébé, moi un petit peu stressée, rendez-vous de contrôle du coup au jour du terme, donc à la maternité, il y a un rendez-vous de contrôle le jour du terme, il faut leur téléphoner pour dire « Bonjour, j'ai toujours pas accouché, mais c'est mon terme ». Dans ces cas-là, ils nous fixent un rendez-vous dans la journée, ils font de mémoire un contrôle
un Doppler, une écho pour voir s'il y a assez de liquide et une analyse de je sais plus quoi, peut-être où ils contrôlent juste la dernière prise de sang, quelque chose comme ça, juste pour savoir si tout va bien. Et tout allait bien, donc ils m'ont dit rentrez chez vous et rendez-vous dans 2 jours. Je me souviens que les sages-femmes avaient fait une ordonnance à ce moment-là pour un tire-lait. Ah oui. Que j'étais allée récupérer à la pharmacie pour essayer de mettre en place des petites méthodes un peu naturelles entre guillemets de mise en travail, donc notamment avec le tire-lait. Et elle m'avait donné d'autres petits tips de marcher, mais aussi se reposer. Enfin après moi j'étais aussi allée chercher sur internet ou sur des groupes d'échange de parents toutes les méthodes de déclenchement de grand-mère qu'on peut faire. De manger des dattes, manger de l'ananas, manger épicé, de faire l'amour, de monter les escaliers, tous ces trucs-là. Laver les vitres. Ouais. Alors ça, j'ai pas fait laver les vitres. Sur YouTube, il y a plein de vidéos de danse du déclenchement, de yoga du déclenchement, j'ai tout fait. J'ai fait toutes les méthodes possibles de déclenchement. J'étais allée marcher dans Paris, faire des kilomètres et des kilomètres pour marcher parce qu'il faisait très beau à ce moment-là. On était fin octobre, mais il faisait très beau. C'était un automne très doux. Donc je marchais beaucoup. Mon compagnon était en vacances à ce moment-là, donc ça c'était super parce que j'étais pas toute seule toute la journée à attendre. Donc on était tous les deux, on se baladait, on essayait de profiter en quelque sorte des derniers moments pour aussi mettre en place des choses pour que le bébé arrive, quoi. On était allé au musée avec plein d'escaliers et du coup je prenais pas l'ascenseur, je faisais tous les escaliers à 9 mois de grossesse dépassés pour monter tout en haut du dernier étage du musée et tout redescendre. Enfin bref, tout ce qui était possible de faire, quoi. De quoi faire flipper le personnel du musée. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, cette dame? L'avantage dans les musées en fin de grossesse, c'est qu'on a l'accès prioritaire, donc on fait pas la queue. Donc j'en profitais aussi. Donc toujours rien. Rendez-vous de contrôle à J+2, donc DPA+2, un nouveau rendez-vous de contrôle à la maternité. Donc j'y retourne, tout va toujours bien. Rentrez chez vous, madame, on se revoit encore dans 2 jours. Donc rebelote. Et là, je commence un petit peu par contre à stresser parce que je commence à avoir la date du terme qui s'approche, je commence un peu à me dire potentiellement derrière c'est un déclenchement. J'avais très peur du déclenchement parce que j'avais aussi beaucoup entendu de récits que un déclenchement peut induire des contractions très très fortes et donc derrière le projet physio qui est un peu mis à mal à ce moment-là. Donc ça me faisait très très peur aussi. Et je pense que je commence un petit peu aussi à me poser des questions, à me dire mais pourquoi le bébé vient pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que je veux pas lâcher? Donc j'ai fait tous ces trucs-là aussi, d'écrire une lettre à son bébé, de dire qu'on est prêt, tous ces trucs-là. Et toujours pas de bébé. Donc nouveau rendez-vous de contrôle à DPA+4 à la maternité. Donc là encore une écho. Là c'était un monito pour le coup, où j'étais donc allongée avec les élastiques, le monito, peut-être pendant 1 heure, quelque chose comme ça, pour vérifier la régularité du cœur, etc., vérifier que tout aille bien. La sage-femme, à ce moment-là, donc une des sages-femmes qui était de garde, arrive, me dit bon, tout va bien. Elle me propose un décollement des membranes. À ce moment-là, en me disant que ça peut mettre en place le processus. Sur le coup, je m'y attendais pas. Donc ça me panique un petit peu. J'avais jamais eu de toucher vaginal de toute la grossesse, jamais eu d'acte invasif ni rien. Le décollement des membranes, j'avais entendu que ça pouvait faire mal, que ça pouvait ne pas marcher, donc ça me crée un petit coup de stress de mince. Oui, non, qu'est-ce que je réponds? Donc je lui demande est-ce que je peux y réfléchir? Donc elle me dit oui, prenez votre temps, réfléchissez-y. Je repasse tout à l'heure à la fin du monito. Donc on en discute avec mon compagnon à ce moment-là, un petit peu paniqué, en se disant bon, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas? Bon, oui, d'accord, ok, on est d'accord. La sage-femme revient, donc je lui dis bon d'accord, c'est d'accord pour moi. Et elle, finalement, rétropédale. Elle me dit « Oui, mais en fait, j'en ai discuté avec mon équipe, ça a pas l'air d'être le bon moment pour, donc finalement, je préfère pas le faire. » Bon, du coup, ça me bouleverse, ça me bouleverse pas, mais ça me crée un petit coup de contre-pression, on va dire, où je m'étais finalement préparée à me dire « Ok, je vais faire le décollement des membranes. » Finalement, non. Donc, bon, finalement, non. Je me dis « C'est pas plus mal. Attendons. » Et donc, on était à DPA+4. Donc tout va bien, donc elle me dit rentrez à la maison. Là, donc si d'ici demain DPA+5, le bébé est toujours pas venu, on vous invite à faire un déclenchement. Donc je sais que chaque maternité a son propre protocole de déclenchement. Dans l'occurrence, à l'époque, à la maternité des Lilas, c'était donc de venir à la maternité à DPA+5 le soir pour mettre en place un déclenchement. Pourquoi le soir? Pourquoi le soir? Parce que justement,
Donc, dans mon cas, en tout cas, donc il n'y a pas eu de bébé le ADPA+5, donc je suis venue le soir à la maternité. Ça, c'était très à la fois rigolo et à la fois bizarre ce jour-là, parce que donc c'était le 5e jour. Au début, on avait encore prévu d'aller faire une grande marche, une grande balade. Mais en fait, je crois que j'étais fatiguée. Je me suis dit, j'ai plus la force d'aller marcher 10 bornes dans Paris. De toute façon, c'est pas grave, je vais être déclenchée. Et j'ai passé la journée un petit peu à rien faire, à me reposer, un petit peu à faire le deuil dans ma tête peut-être de ce projet physio qui me tenait vachement à cœur, de ce déclenchement que je voulais pas avoir. Donc j'ai un peu passé la journée à faire le deuil, j'avais pas très faim, j'étais pas très de bonne humeur. Et le soir, je crois que j'étais convoquée à 18 ou 19 heures. Il faisait nuit, donc on était déjà à l'heure d'hiver. Il y avait quelque chose de très bizarre à arriver à la maternité des Lilas, pas du tout dans le film que je m'étais construit un peu dans ma tête, où moi je m'étais imaginé, comme on voit dans les films, avoir, je sais pas, perdre les os, avoir les contractions à la maison, arriver à la maternité des Lilas sans pouvoir parler parce que je suis entre 2 contractions, ce genre de choses. Et là, en fait, j'arrivais avec mon baluchon sous le bras, en sonnant, en disant bonjour, je viens pour mon accouchement. Enfin, quelque chose d'un petit peu. J'ai rendez-vous avec mon bébé. Ouais, voilà, c'est ça. D'avoir ce rendez-vous programmé, alors que je m'étais pas du tout imaginé ça. Ouais. Mais bon, la journée passant, je m'y étais un petit peu résolue, on va dire, plus que acceptée. Je m'y étais, voilà, c'était comme ça. Et on en rigolait un petit peu sur le chemin avec mon compagnon. On a fait des photos avant de partir. Sur les photos, je suis souriante, donc je pense qu'il y avait un petit peu aussi de hâte de rencontrer le bébé. Ouais, je voulais faire peut-être juste une parenthèse et je pense que tu pourras peut-être confirmer ou affirmer ce que je dis. Quand on a déclenchement, ça veut pas forcément dire que l'accouchement n'est plus physiologique, mais il tend à ne plus l'être. C'est ça l'idée, c'est que, comme tu disais, potentiellement ça va être trop violent dû au déclenchement et donc nécessité de péridurale derrière parce que trop difficile de le supporter. C'est ça l'idée, non? Tout à fait, exactement. C'était vraiment cette peur que j'avais du déclenchement où je m'imaginais ça comme le pire des contractions qui pouvaient m'arriver directement. Mais aussi avec tous ces raccourcis que j'avais dans ma tête et je pense aussi ce manque de connaissances que j'avais sur le déclenchement parce que je m'y étais pas préparée, parce que c'est peut-être un point qui n'avait pas été tant abordé dans le suivi, que ça soit en maison de naissance ou à la maternité, ou alors évoqué rapidement, mais où on se dit non mais ça m'arrivera pas. Donc moi j'y avais peut-être pas mis l'accent. Mais oui, tout à fait, un déclenchement ne veut pas dire qu'on ne peut plus avoir un accouchement physiologique, mais que souvent, on décrit les contractions comme plus fortes, donc plus difficiles à supporter, donc un recours peut-être plus systématique à la péridurale à ce moment-là. Oui. Donc pour répondre à la question, pourquoi faire venir pour le déclenchement pour le soir? Moi, c'est parce qu'en fait, donc le déclenchement, la première étape de mon déclenchement, ça a été la pose d'un ballonnet. Et dans leur idée, c'était que le ballonnet allait poser toute la nuit. Donc plutôt que de me faire attendre avec toute la journée, l'idée, c'était donc qu'ils me posaient le ballonnet. Donc le ballonnet, c'est un petit dispositif qu'on insère à l'intérieur du vagin et qui se gonfle un petit peu. Donc c'est une sorte de tout petit ballon jaune avec un long fil derrière qui pendouille entre les jambes, qui m'avait scotché à la cuisse. On en rigolait, on appelait ça la queue du marsupilami. Il y avait vraiment cette image-là qui nous était venue. Je comprends. Et donc ce petit ballon, il le gonfle et c'est censé provoquer, si je dis pas de bêtises, d'ouvrir un petit peu le col. Voilà, une action mécanique pour mettre en place l'ouverture du col et derrière potentiellement déclencher la mise en travail. Donc j'ai dormi avec toute la nuit et ce qu'il m'avait dit, donc pour que ça travaille pendant que tu dors. Ouais, voilà, c'est ça, pour que ça travaille pendant que je dorme, plutôt que je reste la journée à rien faire, voilà. Oui, non mais du coup ça me paraît logique. Voilà, ouais. Et l'idée c'était donc le lendemain matin, soit le ballonnet était tombé tout seul parce que le col s'était suffisamment ouvert et donc le travail se mettait en place spontanément. Okay. Soit le ballonnet n'était pas tombé, donc il fallait le retirer et passer donc à une autre méthode de déclenchement pour continuer le travail. Donc on se retrouve le lendemain matin, donc à J+6, à DPA+6 au matin. Dans mon cas, le ballonnet n'était pas tombé, mais apparemment avait quand même un peu accéléré, pas accéléré, mais avait un peu mis en place une ouverture du col. J'étais à 2 favorables, quelque chose comme ça. Et en tout cas assez favorable pour mettre en place l'autre étape, c'était la rupture artificielle des membranes. Donc c'est-à-dire qu'ils viennent avec un long crochet, je crois que c'est un truc en plastique, à l'intérieur pour rompre la poche des os, en fait, donc de manière artificielle. Donc j'ai perdu les os à ce moment-là par cette rupture des membranes.
Et là, ils m'ont dit, bon, bah, on attend, on voit ce que ça donne. Et pour le coup, la 3e étape du déclenchement, donc là, on était sur un déclenchement, ce qu'ils appellent mécanique, jusqu'à présent. Et la 3e étape, si la rupture de la poche des os ne mettait toujours rien en place, ça aurait été un déclenchement hormonal, donc avec d'autres méthodes aux hormones comme le tampon ou les injections d'ocytocine, etc., etc. Donc rupture de la poche des os, ils me disent d'aller marcher, donc je vais marcher dans la maternité des Lilas. Il y a des étages, donc on descend les escaliers à pied. On va, il y a un petit jardin à l'intérieur de la maternité, donc on va marcher dans le petit jardin. Voilà, histoire d'être debout, de faire en sorte que tout ça mature et se mette en place. Je me souvenais des préparations que j'avais faites où on recommandait que le mouvement était un des meilleurs alliés pour la mise en travail. Donc, je marche, je fais des mouvements de bassin, je rebondis sur le ballon, je danse un petit peu avec mon compagnon. Donc, toute cette mise en mouvement, justement. En termes de timing, donc c'était vers 10h du matin, à peu près, la rupture des membranes. Et donc, à un moment, on est quand même en automne, on est fin octobre, donc j'avais quand même un petit peu froid un moment dans le jardin dehors. Donc, je remonte dans la chambre et il était presque midi à ce moment-là. Le repas allait arriver. Mon compagnon, lui, me dit, bon, bah, je vais m'acheter quelque chose à manger. Je reviens dans 10 minutes. Donc, moi, je suis dans le lit. On m'apporte le repas. Et là, je commence à manger et en fait, je sens très vite que là, il se passe quelque chose et que en fait, j'ai plus faim. Je commence à avoir des contractions et du coup, que voilà, le travail se mettait en place. Donc ça, c'était a priori une bonne nouvelle. Mais moi, je sens dans ma tête que ouais, je change d'état d'esprit tout de suite. Je suis plus du tout à vouloir discuter ou à être un peu légère, à raconter, à rigoler, à essayer de faire voilà des choses. Là, non, je sens que je me concentre. En fait, vraiment, mon cerveau se met en mode focus. Je me concentre sur ce qui se passe dans mon corps. Je me souviens que mon compagnon rentre avec son repas hyper guilleret en me racontant « Ah tiens, j'ai eu un tel au téléphone, il m'a raconté ça. » Apparemment, je l'ai fusillé du regard et je lui ai dit « Non, là, c'est pas le moment du tout. » Et donc, lui aussi comprend que, OK, il se passe quelque chose. Il switch, il dit « OK, on change, on se met en mode préparation accouchement. » Et donc là, le travail se met en place. On était dans une chambre double, qui est normalement une chambre de suite de couches, mais où il y avait personne. Donc j'étais toute seule dans cette très très grande chambre double et j'avais un ballon, j'avais un tire-lait, j'avais plein de choses qui m'avaient mis à disposition. C'est cool. Et je suis dans cette salle en fait et je commence à essayer de chercher des positions parce que le travail devient assez vite intense. Donc contraction du déclenchement, alors pas les contractions d'un déclenchement hormonal, mais souvent quand la poche des os est rompue, il y a quand même un travail beaucoup plus actif qui se met en place. Donc le travail devient assez vite intense et en fait au début je suis assise sur le ballon et je commence à avoir très mal dans le bas du dos. Donc mon compagnon appuie avec ses mains, on avait prévu une petite bouillotte donc il me met du chaud. On avait une playlist aussi qu'il avait préparée donc il me met de la musique et je m'assois sur le ballon, les bras un peu en avant penchés vers le lit. En fait j'avais les bras qui reposaient sur le lit et assis sur le ballon et je fais des mouvements de ballon et je commence à me mettre dans ma bulle. En fait, à ce moment-là, je ferme les yeux et je garderai les yeux fermés quasiment tout du long de mon accouchement. À me mettre dans ma bulle, à me concentrer et à gérer les contractions. On reste, je crois, pas mal de temps dans cette salle, dans cette chambre double. Je sais que les sages-femmes, alors elles ne passent pas, personne ne vient, mais par contre, elles téléphonent. C'est mon compagnon qui gère les appels, qui leur répond, qui leur décrit un peu comment je suis, comment je me comporte. Et elles, au téléphone, parce qu'elles sont donc en salle de naissance qui est à l'étage juste au-dessus, elles lui disent « Bon, bah OK, on rappelle dans 1 heure, OK. » Et elles font des petits points réguliers comme ça avec lui. À un moment, je crois que on doit peut-être être... alors, j'ai plus trop de notion du temps, mais je crois qu'on est dans l'après-midi. Et donc, elle rappelle à ce moment-là et j'entends mon compagnon dire « Oui, non, mais ça va. Elle gère ses contractions, ça a l'air d'aller. Tout va bien. Tout va bien. » Et les sages-femmes disent « Ah bah, ça serait peut-être le moment de monter. » Et lui dit « Non, on est bien, on se débrouille, tout va bien. » Et c'est les sages-femmes qui insistent en disant « Si, là, je crois qu'il faut commencer à monter. En plus, ça fait plusieurs heures que là, vous êtes tous les deux dans votre chambre. Ça serait bien qu'on puisse nous aussi voir ce qu'il en est concrètement. Donc, faudrait monter. » Donc là, je suis encore en état de pouvoir ouvrir les yeux et marcher jusqu'à l'ascenseur pour monter un étage entre 2 contractions qui sont du coup, je pense, encore assez espacées pour avoir le temps de faire ce trajet parce que j'ai pas de contractions sur le chemin. Mais dès qu'on arrive dans la salle de naissance, là tout de suite, je sens qu'il faut que je reprenne ma position parce que le déplacement devient trop douloureux. Il faut que je reprenne la position que j'avais sur mon ballon, quoi.
Donc je me réinstalle sur mon ballon, mais en fait le ballon devient très vite inconfortable. Donc je me mets à genoux au sol. La sage-femme baisse le lit au plus bas pour que je puisse m'appuyer dessus donc avec mes bras. Donc j'ai mes bras et ma tête qui reposent sur le lit et moi je suis à genoux au sol. Et je me remets dans ma bulle, je referme les yeux. Je crois que ils allument pas les lumières. On est pas loin de la tombée de la nuit, donc on doit être encore dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Ils allument pas trop les lumières. J'ai pas du tout de souvenir de lumière violente ou quoi que ce soit. J'ai plutôt un souvenir d'une teinte un peu rosée parce que alors elles font quelque chose et c'est marrant parce que pour mon deuxième accouchement, j'ai accouché aussi à la maternité des Lilas et le hasard a fait que j'ai accouché exactement dans la même salle de naissance et à la même position. Donc ça c'est le hasard mais c'est assez rigolo. Et elles avaient fait une sorte d'installation, les sages-femmes, avec la grande lampe, je sais pas comment on appelle ça, mais ces espèces de grandes lampes chirurgicales là, qui font une lumière très vive, très blanche. En fait, elle la penche, elle l'oriente vers une sorte de petit mobile de motricité rose-violet pour que la lumière éclaire ce mobile de très près et permette de diffuser toute une lumière rosée, en fait, très douce dans la pièce, qui leur permet à elles de pouvoir voir, mais d'avoir, nous, en tout cas, quelque chose d'hyper hyper cocooning et on n'a plus du tout l'impression de hyper doux. Et cette crainte que j'avais d'être dans une salle hyper médicalisée pour mon accouchement, en fait, là, je me retrouvais un petit peu dans l'ambiance maison de naissance, avec quelque chose de très doux, de très tamisé. La playlist en même temps avec nos musiques et tout le monde qui parlait à voix très basse et à aucun moment la grosse lumière qui est allumée. Donc, quelque chose d'hyper doux. Donc, je me réinstalle. Après, voilà, j'étais aussi dans ma bulle parce que je referme les yeux très, très vite. Donc, je n'ai plus trop conscience de ce qui se passe autour de moi. Seulement des scènes qui me reviennent et qui sont un peu des images que j'ai recréées dans ma tête parce que je les ai imaginées, notamment au moment du coucher du soleil. J'entends la sage-femme qui dit, qui doit regarder par la fenêtre et qui dit oh, le ciel est très rose, c'est un très beau coucher de soleil ce soir. Et mon compagnon qui dit ah oui, c'est magnifique, c'est super beau. Et dans ma tête, j'ai cette image de la sage-femme et de mon compagnon qui sont tous les deux à la fenêtre en train de boire un café, en train de discuter comme si de rien n'était, alors que moi, je suis en train de gérer mes contractions qui sont hyper fortes et hyper douloureuses. Et je me souviens que j'étais très en colère contre eux qui me laissaient, en fait, pour aller boire leur café en regardant le coucher de soleil, à me laisser toute seule en train de gérer mes contractions, quoi. Alors que, évidemment, ce n'était pas du tout le cas. Mon compagnon avait ses mains appuyées dans mon dos et la sage-femme était juste à côté. Mais je me suis recréé complètement cette image. Oui. Parce que j'étais dans ma bulle, parce que... En disant ça, ils sortent de l'espace, tu vois, de l'accouchement, quoi. Eux, ils sont dans autre chose que ce que tu as en train de vivre. Donc forcément, il y a un effet... je comprends tout à fait, mais c'est très rigolo. Et en même temps, j'ai cette image hyper nette dans ma tête du coucher de soleil, comme si je l'avais vu, alors que j'avais les yeux fermés et que je ne l'ai pas vu, mais d'un ciel magnifique, hyper rose flamboyant, et que moi-même, je trouvais hyper beau et que j'étais hyper contente de pouvoir assister dans ma tête, en quelque sorte, à ce moment de mon accouchement et qui allait aussi, je pense, avec toute cette lumière rosée dont je parlais, qui était présente dans la pièce. Et donc voilà, donc je gère la suite de mon travail. Donc on est à peu près au moment où la nuit tombe. Donc je sais pas, il doit être 18h, 19h, je sais pas exactement. Je gère toute la suite de mon travail, toujours dans cette même position. Dès que la contraction arrive, je me souviens que je relève les fesses, je relève le bassin et je fais des mouvements de 8 un peu avec mon bassin. Là aussi parce que je me souvenais qu'il fallait bouger, qu'il fallait avoir du mouvement, il fallait pas rester crispé et immobile. Je souffle beaucoup, je me fais beaucoup de visualisations dans ma tête. J'ai une image qui me vient, une image d'une sorte de cheval ailé qui surgit de l'eau au moment de la contraction et qui surfe sur la vague, donc les fameuses vagues qu'on entend beaucoup en préparation des vagues de l'accouchement. Et moi, c'est pas moi qui suis sur la vague, moi je suis accrochée à mon cheval ailé, un peu licorne, un cheval un peu magique, qui lui chevauche la vache, un peu Pégase. Et lui, voilà, donc ce cheval fantastique chevauche la vague. Et il monte, et dans ma tête, je me répète, ça passe, ça passe, ça passe. Et à un moment, voilà, la contraction redescend et le cheval disparaît avant de revenir à la prochaine contraction. Non, c'est super imagé. J'imagine vraiment un Pégase sur la vague de Koussaï comme ça, avec toi dessus. Exactement. Comme si j'étais la reine de l'eau à surfer sur ma vague. Mais ça me donnait pas mal de confiance. Non, mais c'est le principal. Et elle revenait tout du long. Et je me sentais assez puissante parce que aussi, j'étais accompagnée par ce cheval. J'étais pas toute seule et il m'aidait vachement, ce cheval. Alors qu'en plus, il faut savoir que dans la vraie vie, moi, j'ai assez peur des chevaux. Donc, il n'y a même pas de lien qu'on peut faire. Je ne sais pas pourquoi c'est venu, mais bon.
La sage-femme nous laisse quand même assez seuls tous les deux parce qu'elle nous dit tout va bien en fait, vous gérez super bien, Ouais, c'est rassurant. n'hésitez pas à biper s'il y a besoin, mais je vous laisse. Donc là aussi, je retrouvais un petit peu mon projet physio en fait que j'avais de pouvoir gérer à ma manière, d'être accompagnée par mon compagnon, de pas avoir d'intervention médicale non nécessaire. Mon compagnon, il était hyper présent, il avait vraiment la présence rassurante dont j'avais besoin. Il appuyait dans le bas de mon dos justement au moment des contractions pour m'aider aussi à soulager la douleur. Un peu ces points d'acupression là qu'on peut voir aussi. L'application du chaud, ça me faisait beaucoup de bien aussi. Et tout ça, ça nous accompagnait beaucoup. La sage-femme, de mémoire, est venue 1 ou 2 fois pour faire un monito pour surveiller le cœur. Tout allait bien. Ça, je me souviens que c'était très important pour moi et je l'avais mis dans mon projet de naissance parce que, alors je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais pour le coup, quand j'ai rebasculé donc dans mon suivi à la maternité des Lilas, là, j'ai fait un projet de naissance. Okay. Là, du coup, j'ai un peu repris tout ce qui était important pour moi et que j'espérais avoir à la maison de naissance. Donc, j'ai tout re-explicité avec les sages-femmes qui faisaient mon suivi. Donc, le projet de naissance était dans mon dossier. J'avais pu voir tous les points importants pour moi avec elles. Et ça a été complètement respecté à ce moment-là. Donc, ça, je me sentais très en confiance là-dessus. Et un des points importants, c'était que je sois rassurée sur l'état de mon bébé, de savoir que tout allait bien pour elle. C'était hyper important pour moi et donc elle contrôlait que le rythme était régulier et elle me le verbalisait vraiment très explicitement. Elle me disait ton bébé va bien, tout le monde va bien, c'est super ce que tu fais, continue. Et cette impression aussi d'être du coup encouragée, accompagnée par ces mots, ça renforçait ma confiance, ça renforçait aussi cette idée que j'en étais capable et surtout que j'étais rassurée, qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Peut-être parce que j'avais pu être inquiète pendant mon suivi de grossesse, au moment de ce transfert où j'avais été très inquiète pour mon bébé. Là vraiment il y avait cet élément de ton bébé va bien, tu vas bien, vous allez toutes les deux bien, on continue, c'est super quoi. Donc tout ça s'est mis en place progressivement. C'est ce qui est essentiel. Oui, c'est sûr que c'est très rassurant et bien nécessaire justement, même le fait que vu que tout va bien, elle vous laisse l'espace de travailler ensemble avec ton partenaire et tout, c'est très chouette, hein. Ouais, complètement. À un moment, il y a un changement de garde. Donc la sage-femme qui faisait le suivi, donc que j'avais eu la veille au soir pour le ballonnet, et donc qui avait fait, j'imagine, sa garde de 24 heures. Et donc au moment du changement d'équipe, changement de garde, donc la sage-femme vient me dire au revoir. J'entrouvre à peine les yeux, mais avec beaucoup de difficultés, et parce que fallait vraiment que je reste concentrée dans ma bulle, mais elle me prévient que va y avoir une nouvelle sage-femme qui arrive. Ça aussi, c'est quelque chose qui aurait pu m'inquiéter, justement, par rapport à l'accompagnement global de la maison de naissance, où on se retrouve confronté à une nouvelle personne qu'on connaît pas, etc., etc. Mais j'étais tellement en confiance, en fait, avec cette équipe. Que peu importe ce qui venait, je savais que ça allait être quelqu'un de formidable. Et du coup, à ce moment-là, vraiment, c'était pas un sujet. Il y a eu vraiment 0 question, 0 inquiétude. J'étais juste en mode, oui, ok. Et la nouvelle est arrivée, s'est présentée. Elle était formidable aussi. J'ai vraiment eu l'impression de ces 2 sages-femmes qui ont suivi mon accouchement d'avoir 2 bonnes fées, 2 magiciennes, 2 petits êtres merveilleux. Enfin, moi, c'est comme ça que je voyais les sages-femmes après mon accouchement. C'était vraiment des êtres surnaturels et merveilleux, de douceur et de bienveillance et incroyables. Donc la deuxième qui relaie était comme ça aussi. Et vient juste, se présente, me dit tout va bien, je vois que vous gérez, je repasse tout à l'heure ou appelez-moi si vous avez besoin. À un moment, le travail devient plus intense. Je pense qu'on arrive au moment vers la fin de mon accouchement. Où, je m'en rends compte parce que je me rends compte que les contractions se rapprochent de manière beaucoup plus rapide. Ça devient plus difficile à gérer, en tout cas plus rapproché. Donc beaucoup moins de récupération entre les contractions. Moi, je commence à vocaliser beaucoup plus aussi. Et si, je me souviens quelque chose qui me revient. J'entends dans la salle de naissance à côté, oui, parce que c'était un soir en fait où on était 3 ou 4 accouchements en même temps. Okay. Ce qui est beaucoup parce qu'il y a que 2 ou 3 salles de naissance, je crois, au Lilas. Donc en fait, il y avait beaucoup d'accouchements à ce moment-là. Et j'entends dans la salle de naissance juste à côté une femme hurler, mais vraiment hurler hyper fort. Elle devait être au moment de la fin de son accouchement. Enfin, elle devait être en train d'accoucher. De son bébé, et j'entends vraiment la femme hurler, mais d'un hurlement assez impressionnant. Et un petit peu après, les pleurs d'un petit bébé, donc le bébé qui est né. Mon compagnon, lui, ça lui a fait très peur d'entendre ces hurlements-là. Moi, j'en étais pas encore à faire du bruit, à crier ou quoi que ce soit. Je gérais de manière assez silencieuse et assez concentrée dans ma bulle mon accouchement, mon travail. Et en fait,
de l'entendre, elle, moi, ça m'a créé quelque chose. Ça aurait pu me faire peur en me disant « Oh là là, mais elle est en train de souffrir, c'est horrible ce qui lui arrive. » Mais en fait, non, pas du tout. Je me suis rappelé des choses de la préparation du côté faut libérer la femme sauvage, faut extérioriser, justement, accompagner avec les sons graves, ce genre de choses. Et ça m'a fait comme une sorte de petit déclic en me disant « Mais oui, mais Macha, depuis tout à l'heure, toi, t'es trop renfermée, t'es trop silencieuse. Peut-être que, voilà, ça bloque quelque chose. Toi aussi, vas-y, extériorise. » Et le fait de l'entendre, ça m'a libéré quelque chose et je me suis, comme sentie autorisée à moi aussi me mettre à faire des sons hyper graves, hyper forts. Et je pense que ça a mis en place quelque chose parce que très vite, je me suis mise à faire des cris, moi aussi, assez impressionnants apparemment. Que je contrôlais plus trop. Enfin, c'était le moment où voilà, la femme sauvage était libérée et où c'est le corps qui parle, quoi. Donc mon compagnon à ce moment-là, lui, il a hyper paniqué, il a sauté sur la gâchette pour appuyer la sage-femme pour biper en disant waouh, il se passe quelque chose là, je suis pas prêt. Enfin, faut pas que je sois tout seul à ce moment-là, en tout cas. Sauf que la sage-femme a mis un peu de temps à arriver parce que elle était occupée avec ce petit bébé qui venait de naître et sûrement les autres accouchements à gérer en même temps. Donc ça, c'est quelque chose que mon compagnon m'a raconté après coup en me disant, lui dans sa tête, il s'était vraiment mis en mode ok, je vais devoir être tout seul si elle accouche là tout de suite. Il essayait de se remémorer des trucs qu'il avait pu voir au collège ou au lycée dans des cours de FGT de comment on accueille un bébé, enfin ce genre de trucs un peu absurdes et irrationnels. Mais bon, finalement, la sage-femme, non, alors c'était une interne ou une stagiaire, je sais plus, qui est arrivée à ce moment-là parce qu'il avait bipé quand même, donc elle voulait voir qu'est-ce qui se passe. Et je crois que c'était une stagiaire ou en tout cas c'était son premier accouchement physio à cette soignante. Parce que apparemment, enfin moi j'étais dans ma bulle, je la voyais pas, mais ce que m'a dit mon compagnon, elle l'a pas du tout rassurée. Elle avait l'air d'être assez stressée, inquiète en se disant oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui lui arrive à cette dame. Donc ils se sont retrouvés un petit peu à paniquer tous les deux. Moi je l'ai pas du tout ressenti. Moi j'étais vraiment, je gérais mon travail, j'étais dans ma bulle, j'avais toujours les yeux fermés, donc je réalisais pas ce qui se passait pour eux juste à côté. Apparemment ils étaient tous les deux un petit peu en panique et la sage-femme qui arrive donc pas longtemps après. Et apparemment, quand elle est arrivée, sa présence a apaisé tout le monde dans la pièce. Donc, je parlais d'êtres merveilleux. Elles ont vraiment ce pouvoir magique de respirer l'apaisement. Donc, sa présence a apaisé tout le monde. Elle a dit, mais c'est super, tout va bien, elle gère super bien. Et voilà, et le travail arrive au bout. Donc, c'est super, on continue d'accompagner ça. Et à ce moment-là, la sage-femme est restée. Donc, elle est plus partie jusqu'à la naissance de ma fille. Je lui ai dit à un moment que je sentais que ça commençait à pousser au niveau du bas de dos, dans les fesses, quoi, où on sent vraiment que le bébé commence à descendre et commence à appuyer hyper fort. J'étais toujours dans la même position, hein. J'ai toujours à genoux, les bras en avant, appuyés sur le lit qui était très bas. À ce moment-là, elle m'aide pour enlever ma culotte. Alors en fait, j'avais l'espèce de slip filet qui m'avait mis au moment de la pose du ballonnet et de la rupture de la poche des os. Donc, j'étais déjà jambes nues et j'avais juste cette espèce de slip filet. Donc, elle enlève ce slip filet. Mon compagnon, lui, je me souviens que je lui avais pas demandé, mais je pense qu'il lui aussi a dû le ressentir, qui jusqu'à présent était derrière moi en train d'appuyer sur le bas de mon dos. Là, quand je me retrouve à moitié nue, en fait, je pense que lui a un petit moment de gêne. Moi, psychologiquement, je me souviens que j'ai aussi un petit moment de gêne qui soit derrière moi à ce moment-là. Je préférais que ça soit la sage-femme. Et en fait, j'ai pas eu besoin de le dire, mais spontanément, il est venu de l'autre côté. Donc, il est venu de l'autre côté du lit face à moi, il me donnait les mains. Et la sage-femme, elle, s'est mise derrière moi au moment de la poussée qui arrivait, en fait. Et là, donc moi, ça m'a beaucoup détendu, le fait de savoir que c'était la sage-femme qui était derrière, c'était mon compagnon qui était en face de moi. Donc, j'ai pris les mains, j'agrippais très très fort, je lui serrais très très fort. Apparemment, je lui ai fait assez mal en enfonçant mes ongles dans ses mains et en hurlant comme pas possible. Mais il était face à moi, on était presque tête contre tête. Ça me donnait de la force, en fait. Et la sage-femme qui était derrière, donc qui me disait des paroles hyper rassurantes, qui était vraiment une présence hyper importante pour moi à ce moment-là, d'être dans cette ce bien-être et cette sécurité de ma fille et de moi. La poussée, elle a duré assez longtemps, presque un peu plus de 3/4 d'heure, quelque chose comme ça, voire peut-être un peu plus, parce que je crois que la limite, c'est, en tout cas de ce qu'elle m'avait expliqué à l'époque, à cet endroit-là, c'était 1 heure, parce qu'au bout d'1 heure de poussée, si le bébé est toujours pas là, je crois qu'il faut mettre en place quelque chose derrière, parce que ça veut dire que le bébé est coincé, donc soit des instruments, soit je sais pas quoi. Et je crois qu'on était vraiment à la limite des 1 heure, et qu'au final, il n'y a pas eu besoin, parce que ça arrivait, on était pile poil sur le bon timing. Je me souviens du cercle de feu que je ressens à ce moment-là, quand le bébé passe à l'intérieur et que
je connaissais le cercle de feu dans le sens où on m'en avait parlé. Mais dans ma tête, j'avais vraiment cette image, alors pardon pour l'image encore très animalière, mais du lion qui saute dans le cerceau de feu et ça dure 1 seconde et c'est fini. Donc je m'étais préparée à ressentir une brûlure très forte, mais qui durait 1 seconde et c'était fini. Et en fait non, le cercle de feu, il peut durer si le bébé met du temps à franchir ce cercle. Et moi, ça a duré sur plusieurs contractions et alors ça, j'y étais pas du tout prête et c'était vraiment hyper intense, cette sensation-là. Ouais. Et finalement, la tête de ma fille qui passe, la sage-femme qui me dit « la tête est passée, sur la prochaine contraction, elle va sortir toute seule, ou si tu pousses un petit peu, elle peut sortir aussi. » Et en fait, là, j'en avais marre. J'ai dit « non, je pousse, j'attends pas la prochaine contraction. » Je sais pas quand c'est, donc non. Voilà, on y va, là, elle est là, on passe à autre chose. Donc, je pousse hyper légèrement parce qu'en fait, elle était déjà là, quoi. Et je sens là ce que je décris comme le blop, où vraiment la douleur s'arrête d'un coup. La brûlure s'arrête d'un coup et on sent au contraire quelque chose de très liquide, fluide et un peu gluant qui passe et c'est vraiment cette sensation du blop, je trouve. Oui, je vois tout à fait. Et la sage-femme alors moi j'ai toujours les yeux fermés, je suis toujours dans ma position, je sens ma fille qui sort de moi, la sage-femme qui la réceptionne et qui la pose sur un drap blanc qui était posé entre mes jambes du coup. Et à ce moment-là, j'ouvre les yeux, je vois mon compagnon qui est juste face à moi, le visage tout près de moi, qui pleure d'émotion, qui me dit des mots d'amour, et où c'est un moment rempli d'amour, et c'est lui que je vois en premier, et ensuite je baisse la tête entre mes jambes et je vois ma fille toute petite en train de faire ses premiers cris sur ce drap blanc. Là, mon premier réflexe, c'est j'enlève mon haut, j'avais un haut noir que j'avais gardé, en fait, je l'enlève tout de suite et je la prends. Non, je me souviens, je demande à la sage-femme si je peux la prendre parce que j'étais un peu impressionnée, intimidée. Donc je lui dis est-ce que je peux la prendre? Elle me dit mais oui, bien sûr, c'est ton bébé, prends-la. Donc là, j'enlève mon haut, je la prends contre moi et là, c'est le moment incroyable de la rencontre avec mon bébé, quoi. Oui, c'est touchant. Je suis un peu saisie par toutes ces émotions. Je trouve ça magnifique aussi. Le moment où la sororité a fait son effet, comme tu dis, ça aurait pu t'impressionner avec cette femme à côté et qui a impulsé quelque chose. Je trouve ça beau. T'as pu d'ailleurs la rencontrer, cette femme, ou pas du tout? Oui. Du coup, elle est restée sur toute la. Donc une fois que ma fille naît, je la prends contre moi. Là, je m'installe dans le lit. Enfin, j'ai besoin de m'allonger, de me poser un peu parce que je suis à genoux depuis midi, en fait. Et donc, il est 22h. Ma fille naît à 22h. Oui. Okay. Donc, ça fait 10 heures que je suis à genoux. D'ailleurs, le lendemain, c'était rigolo parce que les sages-femmes, donc ensuite de couche, elles viennent nous voir en disant « Alors, est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce que vous avez mal quelque part ou quoi que ce soit ?» Et en fait, moi, ma seule douleur, c'était aux genoux. J'avais des bleus sur les genoux et j'avais mal aux genoux. Donc, ça faisait rigoler tout le monde dans le service. Et sinon, j'avais mal nulle part. Donc, ça, c'était incroyable aussi. Et donc, cette sage-femme, donc, je me réinstalle donc sur le lit. On fait la délivrance du placenta. Je garde le placenta à côté de moi, emballé dans une sorte de papier là, jusqu'à ce que le cordon arrête de battre, parce qu'on voulait faire un clampage tardif. Oui. Mais c'est ce qu'ils font souvent à la maternité des Lilas. Donc pareil, là aussi, c'était pas sujet de négociation quoi. C'était juste normal et évident pour eux. Et ensuite, ils nous laissent 2 heures à peu près, en peau à peau avec le bébé, juste mon partenaire, le bébé et moi. On est 2 heures donc en salle de naissance. Juste tous les 3, la sage-femme passe de temps en temps pour vérifier les constantes, vérifier que tout va bien. Juste checker, mais vraiment c'est une présence hyper discrète. Et ensuite elle revient pour faire toute la partie un peu des sutures s'il y a besoin. Moi j'avais eu juste 1 ou 2 très légères éraillures. Donc je crois qu'il y en a une, elle m'a fait un petit point, mais sinon il n'y avait pas besoin. Elle m'avait demandé, j'avais donné mon consentement. C'était 2 éraillures qui étaient un peu face à face et qui risquaient de faire une adhérence. Donc justement, elle avait préféré en suturer une pour pas risquer d'adhérence. Et pendant tout le temps-là, et ensuite les premiers soins du bébé. Donc elle est là. Et donc là, on avait pas mal discuté, on avait pas mal échangé. Et donc j'avais pu la voir puisque j'avais les yeux fermés jusqu'à présent. La voir, discuter et partager ce moment qui était incroyable. Et j'étais hyper contente de le vivre avec elle parce qu'elle était hyper douce. Et puis elle est revenue me voir ensuite de couche ensuite. Juste pour me voir, pour prendre des nouvelles du bébé. Et truc incroyable aussi, il se trouve que donc 2 ans après, quand je me retrouve dans cette même maternité pour
mon deuxième accouchement, où je dépasse le terme aussi et où je me retrouve à faire ces rendez-vous de contrôle le jour même à +2, à +4, etc. Je retombe sur ces rendez-vous de contrôle, sur ces 2 sages-femmes qui avaient été là à mon accouchement, celle du jour et celle du changement de garde ensuite. Et ça m'avait fait tellement plaisir, elles se souvenaient de moi et on était trop contentes de se revoir à ce moment-là et ça m'avait vraiment mis dans de super bonnes dispositions aussi ensuite, quoi, parce que on se connaissait à peine, c'était pas du tout, oui, il y avait pas eu d'accompagnement global ni rien, on se connaissait à peine, mais on avait vécu un moment si fort et si beau ensemble que on était liés, en fait, en quelque sorte. Oui. Et elles font partie de mon histoire. Ah bah oui. C'est chouette. Tout à l'heure, tu nous as parlé du fait que le retour précoce faisait partie de tes critères. Quand on est en hôpital ou maternité, en général, il y a un séjour qui peut être plus ou moins long en fonction déjà du type d'accouchement et surtout des choix de chacun. Comment est-ce que tu as vécu la suite de la naissance, les jours qu'on suivi, et à quel moment vous êtes rentrés chez vous? Alors là aussi, au final, je pense que, en tout cas dans mon cas, c'était une sorte de mal pour un bien parce que moi, j'ai adoré mon séjour en suite de couches. Je me suis sentie hyper accompagnée, hyper chouchoutée, hyper en sécurité. Quand je me suis retrouvée avec mon si petit bébé dans les bras, en fait, je me sentais incapable de rentrer tout de suite chez moi parce que j'avais l'impression de rien connaître, de pas savoir faire, de devoir tout apprendre et j'avais besoin d'être accompagnée à ce moment-là. Oui. Et l'équipe de suite de couches a été super. Les sages-femmes de l'accouchement sont passées me voir pour prendre des nouvelles. Une sage-femme que j'avais eue en rendez-vous en consultation et qui avait vu mon nom passer sur la feuille de service ou je sais pas quoi et qui avait vu que j'étais là. Une avec qui je m'étais très bien entendue était venue me voir aussi pour prendre de mes nouvelles et ça m'avait fait trop plaisir et en fait on était restés papoter 1 heure toutes les deux et ça m'avait fait trop du bien. Oui. Donc je me suis sentie hyper choyée et presque donc je suis rentrée à la maison à J+3 post-accouchement au 3e jour et presque sur le chemin pour rentrer à la maison on était un peu à se dire mais ils sont fous de nous laisser dans la nature, on n'est pas prêts, on n'y connaît rien. Et comment ils peuvent être sûrs qu'on va savoir faire avec ce petit bébé, quoi. Donc presque à un moment, je m'étais tâtée à demander à rester un peu plus longtemps parce que j'avais un peu peur en fait de rentrer chez moi et de me retrouver dans le grand bain toute seule, quoi, sans filet de sécurité derrière. Et en fait, le jour de la sortie, j'étais prête aussi et j'étais contente de rentrer à la maison, bien sûr. Mais au final, j'étais très contente de rester dans ces suites de couches et ça s'est très bien passé. Et moi, je me suis vraiment sentie à ma place à ce moment-là. Oui, j'imagine, vu ce que tu nous décris, ça m'étonne pas. Du coup, je me pose la question, tu nous parlais d'un petit bébé ultra surveillé pendant la grossesse et du coup, tu nous as dit qu'elle était petite. Mais du coup, est-ce qu'elle était dans les normes ou il y avait peut-être un peu quand même petit tout, quoi? Elle est née à 3,3 kg. Oh, ça va. Donc, ce qui est complètement dans les normes. C'est ça. Après, C'est plutôt la moyenne. J+6 quand même, donc elle a eu le temps de terme, donc elle a eu le temps de prendre un petit peu plus. Aujourd'hui, c'est un petit gabarit, mais comme ce que me disent souvent les pédiatres, moi-même, je suis un petit gabarit, donc c'est sûrement aussi un peu de génétique là-dedans. Mais non, il y avait absolument aucune inquiétude. Elle a peut-être pris ces 6 jours ça. pour justement sortir aussi de cette pathologie, qui sait. Mais en tout cas, voilà, et même sur tout du long, en fait, toutes les autres échos de contrôle que j'ai eu jusqu'à la fin de la grossesse, à aucun moment elle a décroché des courbes ou quoi que ce soit. Enfin, elle est toujours restée dans le bas des courbes, petit gabarit, mais toujours dans sa courbe. En maison de naissance, en général, quand on arrive à la maison, ce sont du coup les sages-femmes qui viennent à la maison pour nous suivre. Là, ça se passait comment pour toi? Parce que tu avais commencé à la maison de naissance, même quand on a réorientation et transfert, parfois c'est quand même encore les sages-femmes de la maison de naissance. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, pour les visites à domicile en postpartum, donc ça n'a pas été les sages-femmes de la maison de naissance. Déjà parce qu'en fait, la sage-femme qui était ma sage-femme référente à la maison de naissance, elle a démissionné. Entre-temps, elle est partie de la maison de naissance, donc elle n'y était plus. Et celle qui l'a remplacée, je la connaissais pas, en fait. Donc, j'avais pas du tout eu de suivi avec elle. Mon transfert avait eu lieu avant. Donc, du coup, j'avais plus de contact avec les sages-femmes de la maison de naissance à ce moment-là. Donc, j'aurais pu demander à mettre en place le dispositif du Prado qui se met en place directement en lien avec la maternité. Donc, c'est la maternité qui dépêche une sage-femme du secteur qui viendra faire les visites à domicile en postpartum. Donc, une sage-femme qu'on connaît pas forcément. Mais en fait, je l'avais un petit peu anticipé. Et donc, je m'étais rapprochée d'un cabinet de sage-femme qui est
pas très loin de chez moi et pas très loin de la maternité des Lilas, qui est un super cabinet de sage-femme où j'avais eu en fait mon tout premier rendez-vous une semaine après avoir fait mon test de grossesse, complètement par hasard, que je ne connaissais pas du tout, mais il y avait eu un hasard, qu'il y avait un rendez-vous qui s'était libéré à ce moment-là, sur un moment où j'étais dispo, et c'était pas très loin, donc j'avais pris ce rendez-vous-là, et c'est comme ça que j'avais découvert ce lieu. Donc c'était un cabinet de sage-femme incroyable, et j'étais retournée voir cette sage-femme donc qui m'avait reçu mon test encore frais dans les mains en quelque sorte. En fin de grossesse, j'étais retournée la voir pour lui demander si elle acceptait de venir me faire les visites postpartum à domicile. Et donc elle avait accepté, donc j'avais mis en place avec elle ce suivi-là. Je vois. Dans ce que tu me dis là, tu as finalement plus de contact avec la maison de naissance sur cette fin de grossesse et postpartum. Tu es passé donc directement avec les Lilas et ce super cabinet de sage-femme qui a raccroché finalement avec le tout début de ta grossesse. On sait de ce que tu nous as échangé que à ta deuxième grossesse, tu as fait le choix directement d'aller accoucher à nouveau aux Lilas, sans passage par la maison de naissance. Est-ce que tu saurais nous dire ce qui a influencé ce choix pour finalement ne plus repasser par le premier parcours que tu avais engagé la première fois? Oui, alors j'ai pas tout à fait plus de contact avec la maison de naissance parce que je suis encore très en lien avec toute la partie vie associative, toute la partie des parents en fait, de la maison de naissance. Je suis hyper présente dans les groupes d'échange qui me sont hyper précieux. Je participe à des moments d'échange sur place, des cours de yoga, ce genre de choses, parce que je me suis fait des copines là-bas que je suis contente de pouvoir continuer à voir, et parce que ces ressources en fait d'échange entre parents sont tellement précieux sur ces premiers mois du postpartum que ça m'est vraiment hyper important. Donc je garde quand même ce petit lien avec la maison de naissance, non pas pour le suivi médical, suivi de grossesse, d'accouchement, mais vraiment pour la partie échange entre parents. Parents avec qui, en plus, je partage un peu une même vision, en quelque sorte, une même approche de la maternité, de la parentalité, parce qu'on partage plein de valeurs en commun. D'avoir voulu faire ce parcours-là, il y a aussi plein de valeurs qui sont partagées. Oui. Et quand je retombe enceinte, donc presque 2 ans plus tard, donc mes enfants ont quasiment, à 15 jours près, ils ont 2 ans d'écart, je me pose la question, quand même. Je me pose la question de maison de naissance ou pas maison de naissance, est-ce que je redemande à m'inscrire au CALM ou pas? Je remplis le formulaire pour participer à la réunion d'information en me disant, je sais pas, je veux pas me fermer la porte, je veux pas louper le coche, je remplis le formulaire pour m'inscrire. Et en même temps, c'est un deuxième bébé, donc en fait déjà retourner au CALM, ce qui était facile quand j'étais seule sans bébé pour y aller, là j'ai déjà un bébé à la maison à gérer, donc ça devient un peu plus loin, un peu plus compliqué pour moi. Refaire confiance, parce que j'étais quand même restée un petit peu avec ce sentiment de rupture de confiance, et puis si ça m'est arrivé une fois, est-ce que ça m'arriverait pas une deuxième fois? Et puis tous ces « et si » que je me pose du coup, me mettaient quand même pas mal de petits obstacles, on va dire. Et puis surtout, j'avais une telle expérience merveilleuse à la maternité des Lilas où j'ai pu avoir l'accouchement physio, mon projet de naissance hyper respecté, malgré le déclenchement, malgré l'accompagnement pas global, malgré le milieu médical, etc., etc. J'avais vraiment ce souvenir merveilleux de mon premier accouchement et du séjour ensuite de couche. Ça aussi, ça joue pour ce séjour que au début me faisait peur, au final c'est hyper bien passé. En fait là, je me dis pour un deuxième bébé, est-ce que je me sens prête à rentrer tout de suite à la maison et à gérer mon petit nourrisson avec ma grande qui est pas si grande parce que qui aura à peine 2 ans à ce moment-là, et de me retrouver tout de suite plongée dans le bain du quotidien. Et en fait, je crois qu'à ce moment-là aussi, je me dis, j'ai bien envie d'avoir ce petit séjour à la maternité de 2-3 jours, un peu coupé du monde, juste en bulle avec ce nouveau bébé qui va nous permettre de faire connaissance aussi juste tous les deux, que ma grande sera gérée par son papa, par ses grands-parents, et qu'elle aussi sera hyper bien entourée, qu'elle pourra venir me voir et rencontrer son petit frère, mais je crois que j'avais, pour le coup, le truc s'était un petit peu inversé. J'avais plus envie de rentrer tout de suite à la maison. J'avais envie de profiter un petit peu de cet entre-deux, de ce petit espace hors du temps, hors du quotidien, où on fait juste connaissance avec notre bébé dans un environnement hyper confortable, hyper privilégié, hyper entouré, quoi. Je me pose à un moment aussi la question d'un accouchement à domicile, parce que donc le cabinet de sage-femme dont je parlais tout à l'heure, où était ma sage-femme qui m'avait suivie en postpartum, et donc que j'étais tout de suite retournée voir. C'est une des premières au courant quand j'avais appris que j'étais enceinte pour ma deuxième grossesse. C'est une des premières que j'ai contactées et qui pratique des accouchements à domicile.
elle aussi, je l'avais adorée et je voulais absolument pouvoir suivre cette deuxième grossesse avec elle. Et donc, puisqu'elle fait des accouchements à domicile, je m'étais dit, pourquoi pas faire un accouchement à domicile avec elle aussi. Donc voilà, j'étais un peu dans ce cheminement de réflexion, d'hésitation entre maison de naissance, maternité des Lilas ou accouchement à domicile. Et en fait, je crois que là où je me sentais le mieux, là où je me sentais le plus en confiance, c'était à la maternité des Lilas, où j'avais eu cette si douce expérience et que j'avais envie de renouveler, en quelque sorte. Même si dans ma tête, c'était un peu compliqué parce qu'on répète tellement que chaque grossesse est différente, chaque accouchement est différent. J'avais aussi très peur que, puisque j'avais eu un si bel accouchement au premier, que le deuxième serait forcément pire. Donc ça me faisait aussi un peu peur par rapport à ça. Et voilà. Et donc j'ai choisi finalement de rester à la maternité des Lilas parce que c'était le lieu où je me sentais le plus en confiance, le lieu où je me sentais le plus entourée, respectée, accompagnée, plus au final que mon expérience en maison de naissance. Oui. Et alors, est-ce que c'était pire la deuxième expérience? Eh ben, c'était tout aussi merveilleux. Je suis contente de l'apprendre. Je sais à quel point je suis chanceuse et je suis tellement pleine de gratitude pour tout ça parce que j'ai eu une deuxième grossesse merveilleuse aussi, hyper belle. Alors oui, j'ai eu des maux de grossesse. Le premier trimestre, j'ai eu pas mal de fatigue, j'ai eu des nausées, les choses physiologiques qui peuvent avoir lieu pendant une grossesse. J'étais fatiguée parce que j'avais ma fille à gérer en plus à la maison. J'ai eu pas mal de moments de doute sur cette connexion avec ce deuxième bébé quand on est déjà absorbé par une aînée qui nous demande beaucoup de temps, d'énergie, de disponibilité mentale. Donc, je suis passée par toutes ces phases-là. Mais d'un point de vue physique, il y a eu aucun souci, il y a eu aucune inquiétude pour ce deuxième bébé. Et je pense que moi-même, j'étais beaucoup plus sereine du fait d'être passée par ce surcontrôle, en quelque sorte, pour ma fille. Là, toutes les choses qu'il fallait peut-être surveiller ou checker ou quoi. Alors, non pas que je les prenais à la légère, mais je me disais, il y a rien de grave. Tant qu'on me dit pas que c'est grave, c'est qu'il y a rien de grave. Et j'étais beaucoup plus apaisée aussi. Donc, je pense que moi-même, je le vivais mieux, en fait. Parce que j'avais déjà eu cette expérience-là qui avait été difficile et compliquée. Donc j'étais beaucoup plus sereine. Dès le début de la grossesse, je m'étais mis en tête que je dépasserais le terme, puisque j'avais dépassé le terme pour ma fille. C'était évident que j'allais dépasser le terme et être déclenchée aussi pour ce deuxième bébé. Du coup, ce qui a été le cas, j'ai dépassé le terme aussi pour ce deuxième bébé. Mais j'étais hyper sereine. Pour le coup, j'ai pas du tout vécu le dépassement de la même manière que pour ma première, à vouloir mettre en place plein de méthodes, à être stressée, à être inquiète, à tout ça. Parce que j'avais cette expérience de, même si au pire, entre guillemets, je suis déclenchée, ça peut très bien se passer derrière. Et je peux avoir mon projet physio respecté. Et là encore, il n'y a rien de grave. Donc, j'étais beaucoup plus sereine et j'ai vécu ma meilleure vie sur ce deuxième dépassement. J'ai fait tous les trucs que j'avais envie de faire. En plus, j'étais très dans l'optique de... C'est a priori ma dernière grossesse, il y aura pas d'autres grossesses derrière, donc je suis en forme, donc j'ai vraiment envie d'en profiter jusqu'au bout, de faire toutes les choses que j'ai envie de faire pour avoir ce petit bébé encore dans mon ventre et en profiter. Ouais, c'était vraiment mon mot, c'était en profiter. J'ai fait des cafés avec des copines, des massages, des balades, toutes les choses qui me faisaient plaisir. J'avais dit à personne ma vraie date de terme, donc j'avais personne, à part mon compagnon bien sûr, mais j'avais personne qui m'envoyait des messages ou qui me stressait ou dès qu'on me posait des questions, j'étais en mode oui, c'est dans pas très longtemps, Bientôt, t'inquiète. Alors même que j'avais dépassé le terme déjà. Le jour même de mon accouchement, je faisais un déj avec des copines et qui étaient pas du tout au courant que j'étais à J+4, quoi. Je leur disais pas et voilà. Et il y avait un peu ce côté où c'était mon petit secret, c'était un peu cette part que j'avais envie de garder pour moi. Ça m'appartenait en quelque sorte. Donc voilà, donc j'ai aussi dépassé le terme. J'ai pas été déclenchée parce que la mise en travail s'est faite spontanément. Donc ça, c'était une découverte aussi pour moi parce que j'avais jamais vécu ça. Pour le coup, ma première, j'étais arrivée à la maternité, j'avais sonné, j'étais toute bonjour, comment allez-vous? Là, j'ai vécu ce truc d'arriver à la maternité entre deux contractions. Mais j'étais trop contente en fait. Donc j'étais vraiment dans une sorte d'euphorie quand le travail s'est déclenché. Alors, j'ai quand même mis en place des petites choses pour me donner toutes les conditions les plus favorables possibles. Donc, je m'étais programmé des séances d'acupuncture, je marchais un petit peu tant que je pouvais marcher. Et donc, ce jour-là, j'avais une séance d'acupuncture, alors c'était pas très loin de chez moi, mais c'était à peu près à une demi-heure en transport ou, 10-15 minutes en vélo.
Donc j'avais prévu d'y aller en transport, mais donc je déjeunais avec ces fameuses copines et ça s'était un petit peu éternisé, j'en avais profité, donc j'étais un petit peu en retard. Donc c'était trop tard, j'allais arriver en retard si j'y allais en transport, donc j'y suis allée en vélo. Donc à DPA+4, je prenais mon vélo pour aller à ma séance d'acupuncture. J'avais dit à la sage-femme que voilà, je venais pour faire cette séance parce que l'acupuncture, ça peut faire maturer le col, mettre en place des dispositions plus favorables. Mais j'avais pas envie qu'elle me le fasse pour accoucher dans les heures qui viennent. C'était presque un peu trop tôt pour moi. On était qu'à J+4. Moi, dans ma tête, j'allais jusqu'à J+6, J+7. Donc, j'avais encore 3 jours dont je voulais profiter. Le lendemain, c'était le week-end. On avait prévu une expo avec mon compagnon et ma fille. On avait prévu une super balade. Et puis, c'était clairement pas le meilleur moment d'un point de vue organisation logistique parce que donc les grands-parents de ma fille qui devaient la garder, mes parents, travaillent le week-end. Et donc, c'était vraiment un peu le pire moment. C'était mieux si ça arrivait en semaine, donc le lundi, plutôt que là, le samedi, où ça allait être un peu galère de s'organiser pour qu'ils puissent la garder. Donc, je lui avais dit, voilà, pour que ça mature, mais que ça vienne dans quelques jours, quoi. Donc, elle m'avait fait des points en me disant, je l'ai fait léger, je travaille pas trop. Je fais le retour à vélo. Il y a une très grande côte pour rentrer, donc je fais ça à vélo. Et je rentre chez moi, j'étais un peu cassée, je me fais une petite sieste sur le canapé. Je vais chercher ma fille à la crèche vers 18h. Et là, je sens quelque chose que je n'avais jamais encore ressenti jusque-là. Donc, je ne savais pas encore ce que c'était nouveau, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe et qui va un petit peu crescendo au fur et à mesure de la soirée. C'était en plus un soir de pleine lune, donc on dit aussi plein de choses sur les pleines lunes et les accouchements. Donc voilà, moi j'aime bien me dire que le combo pleine lune, vélo et acupuncture a fait que le travail s'est sûrement mis en place à ce moment-là. Ouais. Et un peu, alors on y croit ou pas, mais un peu des jolis hasards du destin. Parce que donc, ma DPA, c'était le 12. Moi, dans ma tête, je savais que j'allais dépasser. Et donc, quelques jours après le 12, il y a la date du 16. Et la date du 16, elle était importante pour moi. Même si ça tombait un week-end, tout ça, mais ce chiffre, il me tenait à cœur. Parce que moi, je suis née le 30 et ma fille est née le 30 et mon compagnon est né le 16. Et je me disais, oh, ça peut être trop chouette que, là, ce deuxième petit bébé, il est un 16 comme mon compagnon. Donc, ce que me dit mon compagnon, il me dit que j'avais choisi aussi, avec mon bébé, on avait choisi notre date de rencontre aussi. Et donc là, on était le 15 au soir, le travail se met en place. En fait, je sens que c'est des contractions qui se mettent en place. J'appelle la maternité. Ils me disent, tant que tu peux nous appeler, c'est que ça va, reste à la maison, gère le plus que tu peux à la maison. Et quand tu sens que là, ça commence à être le moment, viens. On habite en temps normal, 5 minutes à pied, même pas un petit peu, entre 5 et 10 minutes à pied de la maternité des Lilas. Donc, on savait qu'on n'était pas très loin, mais la sage-femme nous avait prévenu que le temps normal, c'est pas le même temps que marcher avec des contractions où tu dois faire des pauses plus ou moins longtemps, etc. Donc, il fallait quand même prévoir une petite marge. Vaut mieux, oui. Ouais. Donc, on fait le dîner, je commence à faire le coucher de ma fille. En fait, je me rends compte que là, les contractions deviennent un peu fortes. Donc, mon mec prend le relais et s'occupe de coucher ma fille. Moi, je commence à me mettre sur mon ballon, à me concentrer. Je mets mon téléphone en mode avion. Je regarde juste un petit coup d'œil aux heures pour voir si les contractions se rapprochent et deviennent régulières. Mais sinon, je me coupe de tous les messages, de toutes les autres sollicitations. J'essaye de me remettre dans ma bulle. Quand mon compagnon revient après avoir couché ma fille, il prévient mes parents, donc qui étaient censés venir pour garder ma fille à la maison, pour que mon compagnon puisse m'accompagner à la maternité. Donc le temps qu'ils se préparent, qu'ils arrivent, ils sont pas très très loin, mais donc moi je gère sur mon ballon. Et à un moment, je dis à mon compagnon, voilà, mes parents étaient arrivés entre-temps. Je dis à mon compagnon, là, je pense que c'est le moment. En tout cas, moi j'ai envie qu'on y aille. Voilà, j'ai plus envie de rester à la maison, j'ai envie qu'on y aille. Donc on se met en route, on prend juste un petit sac parce que comme on habite vraiment pas très très loin, on s'était dit qu'il reviendrait après pour aller chercher tous les affaires des suites de couches, etc. On voulait pas charger. Donc on prend juste un petit sac et on marche, on fait un grand détour parce que je voulais plus rester à la maison, mais je pense que j'avais peur d'arriver trop tôt à la maternité. Donc on fait un grand détour, on marche dans les rues, mais c'était une nuit de pleine lune, hyper belle, hyper claire. C'était l'automne, mais là encore, l'automne un petit peu doux, donc c'était hyper agréable. Il faisait nuit, il y avait presque personne dans les rues. Je crois qu'il était 22h passées. Donc, on a dû presque marcher, entre une demi-heure et 1 heure, alors qu'on est à 5 minutes à pied. Hein. Et donc, on a vraiment marché dans les rues, fait des détours. On discutait, on rigolait. Je m'adossais au poteau à chaque contraction pour faire des pauses. On finit par arriver à la maternité. Et là, je me suis sentie vraiment dans cette même sensation que quand j'allais à la maison de naissance, ce côté, je me sens chez moi, en fait. Je sais où c'est, je suis déjà venue, je reconnais le lieu. Je voyais la fenêtre de la chambre où j'étais quand j'étais en suite de couche avec ma fille. On rigole avec le vigile à l'entrée. Il
Il y avait vraiment quelque chose de, je sais pas, j'étais bien. Et puis j'étais contente. Le travail se mettait en place de manière spontanée. Donc c'était encore une nouveauté pour moi et j'étais hyper contente de vivre cette nouveauté-là. Moi, il y avait beaucoup de douceur et de gaieté à ce moment-là. On est accueillis par la sage-femme, donc qui est une nouvelle sage-femme que je ne connaissais pas, mais qui était hyper pimpante, hyper guillerette, hyper encourageante aussi, qui me dit plein de mots d'encouragement d'emblée, qui nous installe, qui remet cette fameuse ambiance rose tamisée avec leur petit bricolage là de la grosse lampe et du module de motricité. Mon mec met la playlist et elle nous dit bon bah je vous laisse gérer. Vous m'appelez s'il y a besoin, je vous laisse gérer, je suis à côté. Là ce soir-là j'étais la seule, il n'y avait pas d'autres accouchements. Malgré nuit de pleine lune, tout ça, mais non, j'étais toute seule. Donc elles étaient 100% disponibles si on avait besoin. Et voilà. Et du coup, ça s'est mis en place. Et donc, comme je disais tout à l'heure, exactement dans la même salle et au même endroit, presque dans la même position que pour ma fille avant. Et mon bébé est né, du coup, quelques heures après. Donc, c'est allé beaucoup plus vite pour ce deuxième accouchement. Souvent, on dit qu'un deuxième aussi, ça va plus vite. On est arrivé à la maternité vers 23h, donc, et il est né presque vers 3h30 du matin. Donc, à peine 4 heures plus tard. Et on était le 16, donc j'ai fait ma date. C'est génial. Incroyable. C'est fou, et c'est rigolo, à la fois similaire et différent. Exactement. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti, où voilà, je disais tout à l'heure, j'avais très peur que ça se passe pas bien, puisque mon premier s'était bien passé, que ça devait être différent. Donc dans ma tête, j'avais fait ce raccourci que du coup ça se passerait pas bien. En fait, oui, c'était différent parce que plein de choses étaient différentes et le travail s'est mis en place de manière différente, etc. Mais c'était aussi très similaire sur plein de points. Mais moi, dans ma gestion du travail, en fait, je l'ai géré beaucoup de la même manière, avec les mêmes mouvements, les mêmes respirations. Alors, le cheval est moins venu dans mes visualisations, même si j'y pensais un petit peu aussi de temps en temps. J'ai eu la poche des os qui s'est rompue pendant le travail. Donc ça, pareil, sensation nouvelle que je connaissais pas, mais où je savais que théoriquement, derrière, ça voulait dire que ça irait vite. Et en effet, presque 20 minutes ensuite, mon bébé était là. Donc, plein de petites choses différentes, mais ni mieux ni moins bien, juste une expérience différente et qui, pour moi, était tout aussi merveilleuse. Et ça, oui, voilà, je me sens hyper chanceuse d'avoir eu deux accouchements merveilleux, 2 grossesses merveilleuses et dans un lieu où à chaque fois, j'ai pu être hyper entourée, hyper respectée, hyper accompagnée. Et ça, c'était fort. Et pendant longtemps, ça a presque un peu biaisé aussi mon regard sur les suivis de grossesse, sur les maternités, parce que pour moi, c'était comme ça partout, en fait. Parce que j'avais eu la chance de partager mon suivi entre maison de naissance, maternité des Lilas et ce cabinet de sage-femme qui regroupe beaucoup de sages-femmes accouchement à domicile. Donc, ils sont aussi très dans des valeurs de respect, de confiance, de bienveillance, de projets physiologiques, etc. Moi, j'ai connu presque que ça et je suis si heureuse d'avoir pu bénéficier de ces expériences merveilleuses. Et j'ai appris après que malheureusement c'était pas le cas partout et que ça faisait malheureusement plutôt figure d'exception. Donc c'est pour ça que je dis chanceuse, parce que pour moi c'était ma norme en fait. Pour moi c'était normal que ça se passe comme ça. Et je pense que ça devrait être normal que ça se passe comme ça pour tout le monde. Clairement. Ça, c'est l'idéal, oui, en effet. Merci déjà pour ces 2 récits, et c'est vrai, comme disait Capucine et comme tu l'as expliqué un peu plus dans le détail, tout ce qui justement fait à la fois écho et à la fois de chaque accouchement un moment unique et une expérience unique. C'était vraiment riche, et je pense que Capucine est d'accord avec moi sur le fait que c'est une chance de recueillir un témoignage de cette qualité-là dans une maternité, notamment du coup la maternité des Lilas, à qui finalement ton interview c'est presque comme un hommage pour eux. Maintenant qu'on arrive vers la fin de notre interview, est-ce que tu aurais un message que tu aimerais transmettre à toutes les femmes et aux couples qui, à cause justement des critères d'admission concernant les maisons de naissance, ne peuvent pas y accoucher, et donc du coup qui souhaitaient un accouchement physiologique dans ce cadre, mais sont réorientés ou transférés en cours de suivi de grossesse? J'aurais envie de dire que c'est vrai que les maisons de naissance, on les présente souvent comme des lieux un peu parfaits de suivi de grossesse, de la maternité, et c'en est dans le sens où c'est incroyable tout ce travail et tout cet accompagnement qui est mis en place pour les femmes, et ça devrait exister partout. Mais c'est pas les seuls endroits. Et il y a aussi d'autres endroits où tous ces projets sont possibles.
Et peut-être plus que le lieu, c'est les personnes avec qui on est en contact à ce moment-là qui vont être importants. Les sages-femmes, tout le personnel médical qu'on peut avoir tendance à diaboliser ou dont on peut avoir peur selon les vécus de chacun, chacune. Et je pense que si on tombe sur les bonnes personnes, si on s'entoure des bonnes personnes et si on va chercher les lieux où il y a ces bonnes personnes qui sont à nos côtés, en fait, tous nos projets peuvent se mettre en place et tout l'accompagnement et les projets physio qu'on a envie d'avoir sont tout à fait possibles et légitimes. Même avec un déclenchement, même avec un transfert, même avec tous ces obstacles qu'on pourrait imaginer, ça veut pas dire renoncement au projet physio. Et même si renoncement au projet physio, ça veut pas dire renoncement à un accouchement en confiance, un accouchement respecté, un accouchement qui se passe bien. Et je pense que c'est ça aussi qui est important de préciser. Il n'y a pas de hiérarchie dans les lieux d'accouchement, il n'y a pas de hiérarchie dans les accouchements en eux-mêmes. Ce qui est important, c'est de se sentir accompagné, de se sentir écouté, de se sentir respecté. Et pour ça, moi, le message que j'ai envie de transmettre aussi, c'est d'être en confiance et de se faire confiance, de pas hésiter à exprimer ses choix. C'est vrai que parfois on peut être intimidé par cette institution médicale, mais on a aussi le droit, nous, de s'affirmer et d'exister en tant que tel avec nos propres désirs, nos propres besoins, nos propres valeurs. Et tout ça, c'est un dialogue qui se joue des deux côtés. Donc ça, je pense que c'est aussi important de dire faites-vous confiance et mettez en place ce dialogue pour que l'écoute se trouve en fait pour vous aussi. Oui. Et ce que tu dis, en fait, finalement, c'est plus une dimension humaine et relationnelle que de lieu. Du fait justement de tout ce que tu viens de nous parler, c'est quelque chose, en tout cas, que j'ai beaucoup entendu et ressenti à travers toute ton aventure. Et peut-être que je préciserais aussi de pas hésiter à changer. Oui. On n'est pas lié par un contrat ou quoi que ce soit avec un lieu ou avec une personne médicale. Si on se sent pas à l'aise dans tel ou tel endroit, on est complètement libre d'aller voir ailleurs. C'est pas des infidélités, personne nous en voudra. L'idée, c'est de trouver la personne qui vous correspond le mieux pour votre suivi à vous. Donc, je sais que parfois, on n'ose pas aussi, on se dit, oui, mais c'est elle mon suivi. Oui, mais on a le droit d'aller voir ailleurs. Après, il y a des contraintes parfois géographiques, des déserts médicaux, malheureusement, etc. Mais si on peut avoir le choix, vraiment, n'hésitez pas à changer pour aller là où vous vous sentez en confiance. Oui, je pense que c'est essentiel et que c'est un bon message qu'on a déjà dit, mais c'est toujours bien de le redire. Merci du coup pour ce rappel qui, comme tu dis en fait, dans l'idée d'avoir le respect de nos choix, de notre corps, de notre couple, c'est vraiment très très important. En tout cas, quand tu nous as contactés il y a quelque temps de cela, il y a quelque chose qui m'avait marqué dans ce que tu nous avais évoqué en quelques phrases. C'est que tu nous avais dit, moi j'ai pas terminé mon suivi en maison de naissance, mais finalement la maternité des Lilas, c'était ma maison de naissance à moi. J'avais trouvé ça très significatif et percutant à lire. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui ça nous a vraiment particulièrement intéressé d'entendre tout ton récit. Est-ce que donc je vais varier par rapport aux autres invités? Au lieu de nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance, tu pourrais nous définir ce qu'est ta maison de naissance à toi? Du coup, ma maison de naissance à moi, c'est cette maternité des Lilas qui, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, malheureusement va bientôt fermer ses portes et je pense qu'on est nombreuses à avoir un gros serrement dans le cœur par rapport à cette situation. Et moi, cette maternité à moi, c'est cet espace où je me suis sentie accompagnée, je me suis sentie respectée, je me suis sentie écoutée. C'est cet espace où je me suis sentie puissante, je me suis sentie forte. Et forte en tant que femme et aussi en tant que mère, parce que c'est cet espace qui m'a vu naître en tant que mère, comme il a vu naître mes deux bébés, et qui fait maintenant partie de ma vie. Et même si la maternité des Lilas va fermer, je pense qu'on est nombreuses à la garder encore très fort dans nos cœurs pour longtemps, et on espère que toutes ces valeurs et toute cette équipe si humaine et si respectueuse pourra essaimer un peu partout ailleurs pour transmettre toutes ces valeurs de respect des femmes qu'on retrouve aussi dans les maisons de naissance. Oui, c'est tout ce qu'on souhaite, cela va sans dire. Et avant de nous quitter, je vais te poser notre éternelle question. Est-ce que tu aurais un conseil à transmettre à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter et qui ont un projet d'accouchement physiologique? Je ne sais pas si on peut appeler ça un conseil, mais pour moi, l'accouchement physio, c'était un peu mon marathon, en quelque sorte. J'ai souvent dit mon marathon et ma thèse en même temps. Pour ce côté à la fois préparation physique et mentale,
pour ce côté être informé aussi, parce que c'est quand on est informé qu'on peut faire des choix et savoir ce qui nous correspond à nous ou pas. Donc mon conseil, ça serait de s'informer un maximum pour être en mesure de faire ses choix, se préparer de la manière dont on a envie de se préparer, que ce soit des lectures, des podcasts, des préparations physiques ou juste des préparations mentales et psychologiques dans le fait de se faire confiance. Mais pour moi, le projet Physio, on l'aborde pas à la légère, dans le sens où on n'y va pas en totale improvisation, sauf si ça nous tombe dessus et qu'on n'a pas le choix, quand ça va trop vite par exemple. Mais on le prépare d'une manière ou d'une autre, on s'informe, et parce qu'on va savoir, on va pouvoir être fort. On dit souvent le savoir, c'est le pouvoir. Pour moi, le projet Physio, c'est complètement en lien avec ça aussi. C'est vrai. Eh bien, merci pour tout, Masha, et surtout d'avoir accepté d'être notre invitée et de nous raconter toute ton histoire. Ton récit nous rappelle évidemment que finalement, c'est pas tant le lieu où on accouche qui fait la différence, mais bien la manière dont on est accueilli, écouté et accompagné. Tout ce pendant humain dont tu nous as beaucoup parlé tout au long de notre échange. Ce qui compte avant tout, finalement, c'est de pouvoir suivre sa grossesse et son accouchement dans les meilleures conditions et dans la plus grande confiance, entouré d'une équipe qui respecte nos choix, notre rythme, notre histoire. Et vraiment, merci de nous avoir rappelé tout ça et d'ouvrir la voie à une réflexion plus large pour que toutes ces dimensions que tu nous as répétées, tu vois, en termes de prise en compte du projet, de l'écoute, de la façon dont les choses étaient accueillies, encore une fois, de cette relation de confiance qui était très importante finalement, quelle que soit la sage-femme qui prenait le relais au moment des consultations ou même le jour J, que tout ça, en fait, soit davantage pris en compte dans les systèmes actuels de soins. Comme tu dis, finalement, tu t'es rendu compte que c'était plutôt figure d'exception qu'une réalité globale sur le territoire français, en tout cas actuellement. Et voilà, en attendant que plus de maternités aillent dans ce genre de propositions, pour en tout cas les personnes que ça intéresse, et aussi le développement de plus de maisons de naissance un petit peu partout en métropole et en outre-mer, et il est évident. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent et qui soutiennent tous les gens que nous accueillons. C'est notamment grâce à ça que tous les récits continuent de vivre, qu'on continue de recueillir tous ces témoignages tous aussi importants les uns que les autres. Et évidemment, si vous voulez continuer à nous soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager l'histoire de Masha et toutes les autres histoires qui vous auront touché parmi toutes celles que nous avons recueillies jusqu'à présent. Au revoir Masha et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Masha. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.